coût de l'apprentissage, c'est quoi? C'est soit tu mets du temps pour apprendre quelque chose, et ce temps-là, ça coûte de l'argent. Soit tu fais des erreurs pour apprendre quelque chose, et ça te coûte parfois encore plus que de l'argent. Soit tu payes. Et là, du coup, le temps, il est raccourci. Donc moi, j'ai payé sur les trois. C'est la diversité qui fait la différence. T'as des pessimistes, t'as des optimistes, t'as des négatifs, t'as des cartésiens. Et malheureusement en France, la diversité, mis à part la mettre sur des logos, sur des plaquettes, il se passe rien. Faut arrêter avec les inégalités. Oui, pour des personnes c'est très difficile parce qu'on n'a pas le même état d'esprit. Mais si t'as pas fait de ton mieux, tu peux pas parler d'inégalité. La mission de vie, c'est de partager, c'est d'inspirer, de créer le déclic, donner envie aux personnes d'avancer. Tu vois, dans le monde pro, pour avancer, t'en as toujours un qui va essayer d'en écraser un autre. On dit toujours que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais ce que je vais te dire là, en fait, ça va peut-être impacter d'autres personnes. Salut Youssef. Salut Eric. Comment tu vas? Magnifique. Bah, bon samedi matin. Ouais, de bonne heure. T'as dû te coucher plus tôt hier, tu me disais. Exactement, justement, pour être en forme. J'ai lâché mes potes plutôt que prévu. Ouais. C'est ça. Bon, il y a pas mal de choses à évoquer avec toi ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode du podcast Le Déclic. Donc rapidement, je vais te présenter comme à mon habitude. Donc Youssef Koutari, entrepreneur de 30 ans, tu es originaire de Casablanca au Maroc, tu as grandi en région parisienne, tu es un ancien ingénieur d'affaires dans le secteur du software, notamment chez Oracle. En 2021, tu décides de tout quitter pour fonder Coûte que coûte, la première école inclusive de business developer en France, avec même des projets d'expansion également en Afrique. Tu as pour ambition de transformer la vie de 10 000 jeunes à travers l'éducation et le numérique. Tu es aussi influenceur, un influenceur clé sur LinkedIn avec plus de 430 000 abonnés. Tu es aussi co-animateur de Engage-moi, une émission visant à mettre en lumière la diversité des talents et à valoriser les initiatives inclusives. Et tu es également engagé en politique en tant que conseiller municipal au Clé-sous-Bois. Ça en fait des choses à ton actif et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on va découvrir encore dans cet épisode. J'ai envie de revenir sur tes débuts. Est-ce que tu as une histoire dans ton enfance qui a particulièrement été formatrice pour la personne que tu es aujourd'hui et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Une histoire qui a été formatrice. J'en ai eu des histoires en fait qui ont été formatrices. Moi j'ai toujours été un drogué de football. Je suis pas le foot, je le regarde pas, mais je suis un drogué de foot. Et je pense que l'école de la vie en fait a été le football. Parce que dans le football, t'es dans un collectif. Dans ce collectif, t'as des personnes qui ont des tempéraments différents, qui n'ont pas le même bagage technique, qui n'ont pas le même état d'esprit, les mêmes émotions. Et pourtant, on a tous le même objectif. C'est d'aller se battre pour gagner. Et donc, je sais pas si tu joues un peu au foot ou pas, mais c'est la guerre sur le terrain. Des fois, tu t'embrouilles avec tes coéquipiers. Mais à la fin du match, hop, c'est fini. Et ça m'a beaucoup forgé de jouer au foot. Parce que ça t'apprend à interagir avec les autres. Et ça t'apprend qu'en fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin de négatifs, on a besoin de pessimistes, on a besoin d'optimistes, on a besoin de personnes très fortes techniquement, moins fortes, plus engagées, plus techniques. En fait, c'est la diversité des profils qui font la richesse d'une équipe. Et ça, en fait, c'est dans le foot que je l'ai appris. Et pour moi, si je dois raconter une histoire, c'est que on avait un coach, en fait, qui était venu et qui a totalement transformé ma manière de jouer au foot. Moi, j'aimais bien, je regardais Ronaldinho tout le temps, Robinho, hop, technique, je voulais faire des virgules, des passements de jambes. Ouais, je me sentais technique. Ouais. T'as un coach, un jour, il est venu. C'était un ancien pro. Il m'a dit, écoute, Youssef, joue avec tes qualités. Arrête tes gestes techniques. Arrête de te prendre la tête. Joue avec ta zone de génie. Tu cours vite. T'es puissant. T'as une grosse frappe. Je veux pas te voir faire des gestes techniques, tenter des choses. Joue uniquement avec tes qualités. Et en fait, ça, c'est tellement rentré dans ma tête que tout ce que je fais aujourd'hui, je me concentre sur mes qualités. Je me concentre sur mes zones où je suis fort. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur LinkedIn. J'ai tué LinkedIn. Je me suis mis à fond dedans. J'ai compris que c'était ma zone de force, donc je me suis mis à fond sur ça. Et donc, jouer avec tes qualités, ça fait 10 ans qu'il m'a dit ça, mais ça a transformé ma vie. Ouais. C'est une très belle leçon, une très belle analogie. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut retranscrire au business. Tu me demandais si moi j'avais joué au foot, tout comme je suis ici pour poser des questions et puis réussir à identifier ce qu'on peut en tirer. Moi, je jouais, mais j'étais de l'autre côté, j'étais arbitre. Tu vois, donc j'analysais, je regardais, etc. Et je devais faire en sorte que tout se passe bien. Un autre sujet, c'est que dans les différentes interviews que tu as pu donner, on identifie que ta famille est très importante pour toi. Quelles sont les valeurs qui t'ont été inculquées pendant ton éducation et qui te semblent essentielles aujourd'hui dans ton travail actuel avec les jeunes que tu aides? C'est sûr que niveau famille, j'en ai beaucoup parlé. Sur LinkedIn, dans mes interviews. De ma mère, de mon père, de ma petite sœur aujourd'hui qui bosse avec moi en fait, qui a été la première personne en fait que j'ai recrutée
et qui aujourd'hui est avec moi. C'est pas quelqu'un qui est là, elle est vraiment avec moi dans le projet. De ma femme, de toutes les personnes en fait qui est autour de moi, c'est déjà le respect des autres. C'est-à-dire que moi, quand j'entreprends, je fais extrêmement attention à chaque personne qu'il y a dans l'équipe. Je veux que chaque personne se sente bien. Et je sais pas si c'est de l'hypersensibilité, mais je prends en considération les besoins et les envies de chacun. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne dans mon équipe qui va bosser sur quelque chose qu'il n'aime pas faire. Tu bosses sur quelque chose que tu aimes faire. Et ça, pour moi, c'est respecter l'individu. Donc ça passe déjà par les entretiens au démarrage, ensuite l'intégration au sein de l'entreprise. Et donc cette notion de respect, cette notion de vouloir faire le bien, de vouloir faire en sorte que les gens se sentent heureux, bah ça c'est déjà quelque chose qu'on m'a inculqué depuis que je suis tout petit. Et ensuite il y a les valeurs. C'est-à-dire les valeurs, c'est ce qui t'accompagne et c'est ce qui fait que les personnes te suivent. C'est ce qui fait que les clients, les partenaires, tu les fidélises parce qu'ils disent ok, ce gars-là il est loyal, ce gars-là il va pas me trahir, il va être serein avec moi. Donc même si tu commences doucement, tu sais que tu as des personnes qui vont t'accompagner tout au long de ta vie. Et donc moi aujourd'hui dans mon entrepreneuriat, on va creuser tout à l'heure, mais j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui si j'étais tout seul. C'est des personnes qui ont été là depuis le début, qui m'ont accompagné à tous les niveaux. Et encore aujourd'hui, et je pense que ça sera tout le temps comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que j'avais des valeurs fortes, que j'étais loyal. Je te donne un exemple très simple. La dernière fois, je vais pour commander des PC. Et j'étais avec un pote à moi à côté qui m'a rejoint et qui bosse avec moi justement. Et il me dit « Ah Youssef, tu veux commander des PC, je connais quelqu'un, etc. et tout, pour faire des bons prix. » Je dis « Non, moi j'ai déjà un fournisseur avec qui je travaille. » Il me dit « Ouais, mais celui-là, t'inquiète pas, il fait vraiment des bons prix. » Je dis « Écoute, moi j'ai mon fournisseur avec qui je travaille. C'est lui au début qui m'a accompagné. Il m'a aidé dans les prix. Il m'a aidé à me lancer. Il a recruté chez moi. Je vais pas changer. Je m'en fous de son prix. Il a même à faire le prix fort. Je l'appelle, fais-moi le prix fort. En fait, t'as été là au début. Pourquoi aujourd'hui, maintenant que je me porte bien, je vais commencer à faire le crevard et gratter quelques euros à gauche à droite. Et je dis, écoute, c'est simple, je veux pas le mettre en concurrence, peu importe le prix. Et tu vois, et ça, je pense que ça me guide. Donc c'est les valeurs que la famille m'a transmises, tu vois. Mon père, ma mère et toutes les personnes qui vont autour de moi. C'est intéressant. Je rebondis sur ce point, du coup. C'est souvent assez compliqué, justement, de réussir à faire la part des choses entre le pro et le perso. Et lorsque tu travailles avec des membres de ta famille, comment est-ce que ou des proches, tu parles de ton ami par exemple ou autre, comment est-ce que tu arrives justement à faire la part des choses, garder cet équilibre et puis faire en sorte de réussir à trouver l'efficience professionnelle pour atteindre les objectifs, pour inculquer la culture d'entreprise, etc. Et en même temps, rester dans ce cadre où la bienséance familiale. Franchement, la première année avec ma petite sœur, elle a été dure. Ouais. Elle a été très très dure parce que déjà elle est dure parce que créer une entreprise au démarrage tu sais pas quoi faire. Ouais. Compta, finance, com, market, le produit, délivrer toi-même parce que t'as pas d'équipe, t'as pas d'argent, donc c'était difficile la première année. Et aujourd'hui c'est la meilleure personne de mon équipe. Je suis hyper content d'avoir tenu cette première année. Plusieurs fois on s'est dit vas-y on arrête de travailler ensemble et finalement on a tenu. Aujourd'hui on est plus fort que jamais. On est liés mais jamais été autant lié à ma petite sœur qu'aujourd'hui parce qu'on a vu qu'on a résisté à cette période-là et il n'y a que la famille qui peut résister à cette période-là. Tu vois, à ces moments de difficulté, tu es au fond du trou, où c'est difficile, où t'as pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à sacrifier avec toi. Généralement, c'est la famille qui est là. Et donc moi, j'ai toujours été comme ça dans mon quotidien. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, j'ai plus de 400 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, beaucoup de personnes qui me sollicitent tous les jours. J'ai gardé les mêmes amis. Mes potes avec qui j'étais hier, c'est les mêmes que j'ai depuis plus de 20 ans. En fait, moi, j'aime bien rester avec les personnes que je connais, mes potes d'avant, peu importe notre progression, peu importe les diplômes, les expériences, les vécus de chacun. Moi, c'est bon, j'ai mon cercle, j'ai mes amis proches, j'ai ma famille, ça me va très bien, je bosse avec eux. Encore avant-hier, j'ai recruté un pote à moi. Ça fait 15 ans que je le connais. Il a commencé hier et il m'accompagne personnellement au quotidien. C'est le premier gars qui a fait confiance à l'école. C'est-à-dire, il a fait partie de la première classe que j'ai lancée. Aujourd'hui, il m'a rejoint et franchement, je suis hyper content de bosser avec lui parce que je les connais. En fait, tes amis, ta famille, tu peux leur faire confiance directement. Tu as déjà une barrière en moins qu'à sauter. Ouais. Contrairement à quelqu'un qui vient, que tu connais pas, qui dépose son CV, toi, ta famille, tes amis, y a une barrière qui saute parce que la personne, tu la connais bien. Tu connais ses qualités, tu connais ses défauts, tu sais où est-ce qu'elle est forte, tu sais ce qu'elle aime bien dans la vie, tu sais si elle est résiliente, si elle est plutôt patiente, si elle est nerveuse. Et donc ça, c'est déjà un gros avantage dans le recrutement. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Dire, avant-hier, quand j'ai onboardé mon ami dans la boîte, je lui ai dit, écoute, on se connaît depuis longtemps. Si aujourd'hui on bosse ensemble, c'est parce que toi et moi, on a l'habitude de se dire les choses. C'est-à-dire que je veux qu'on garde cette même relation.
On se dit les choses. Quand ça va bien, on se le dit. Quand ça va pas, on se le dit. C'est un gars avec qui j'ai beaucoup joué au foot. C'est comme sur le terrain de foot. Parfois, on va s'embrouiller. Parfois, ça va être dur. Parfois, ça va être le pur bonheur. Mais la force qu'on a aujourd'hui, c'est que peu importe ce qu'on a traversé, on est toujours des potes aujourd'hui. Et ça, je veux que ça reste. Et donc, même, j'ai des partenaires avec moi, c'est des potes. J'ai des formateurs, c'est des potes. Et ça, je kiffe, en fait. Tu vois, je bosse avec des personnes que j'aime. T'imagines, c'est-à-dire au quotidien, tu bosses avec des personnes que t'aimes. Je trouve que c'est top, tu vois. Tu passes peut-être la moitié de ta vie à travailler. Ouais. C'est-à-dire que tu passes la moitié de travailler à faire ça avec des personnes que t'aimes. Franchement, je trouve ça ouf. Cette philosophie, tu l'as toujours eue parce que aujourd'hui, on le voit dans le monde du travail, beaucoup de gens ne sont pas forcément épanouis, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs. Les entrepreneurs parce qu'ils ont la charge de leur responsabilité, la charge de leurs salariés, la charge de l'État, la charge de ci, la charge de ça. Les salariés parce qu'ils ne sont pas forcément stimulés par ce qu'ils font au quotidien. Ils ne considèrent pas forcément leur patron ou leur supérieur comme il le faut. Et toi, un des premiers trucs que tu mets en évidence ici, c'est vraiment le fait que tu aimes ton travail, tu aimes ta mission, tu aimes ton quotidien, tu aimes tes équipes. Et cette philosophie, justement, de mettre en place un écosystème autour de toi qui te stimule au quotidien, tu l'as toujours eu. Ouais. Je racontais une histoire très simple. Ouais. Je me rappelle, j'étais en Benjamin, tu vois, le football. Donc, je monte en U13. Et à ce moment-là, je me débrouillais vraiment bien au foot, tu vois. Donc, j'étais arrière droit. Bon, là où je suis passé attaquant, je voulais me la raconter un peu, mais à cette époque-là, j'étais arrière droit. Et dès que j'arrive, le coach, il me met en A et tous mes potes, ils vont en B. Et donc, il me met en A. Premier match, je suis pas à l'aise. Il n'y a pas mes potes autour de moi. Tu vois, je te dis que j'aime le foot, je suis drogué de foot, mais jamais cherché à percer, en fait. J'ai toujours cherché à jouer avec mes potes et prendre du plaisir. Et donc, je vais voir le coach à la fin du match. Je dis, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer en B? Tu vois, alors que normalement, tout le monde a envie de jouer dans l'équipe première, tout le monde a envie de jouer dans l'équipe vitrine du club et tout. Juste, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre avec mes potes en B? Après, il me dit, t'es bizarre, toi, tout le monde veut ta place. Je dis, ouais, bah, moi, je préfère jouer avec mes potes. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là, de me dire, voilà, moi, je veux prendre du plaisir dans la vie et je veux le faire avec mes amis ou ma famille aussi. Donc voilà, un truc qui te dit que depuis tout petit, en fait, j'ai été comme ça. Ouais, ça donne un élément de réponse à ma prochaine question. En 2021, tu décides donc de tout quitter, de quitter ton travail alors que tu gagnes très bien ta vie, mais tu quittes tout pour repartir de zéro et lancer du coup ton propre projet, l'école dont tu parlais, avec coûte que coûte. Qu'est-ce qui déclenche cette décision? Beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai bien galéré. Quand je dis j'ai bien galéré, c'est, tu vois, je suis venu du Maroc, je parlais pas français, ma mère, elle parlait pas français. Mon père, il faisait le ménage tout le temps. Donc, tu vois, quand tu viens d'un quartier, sans rentrer dans les clichés, bah, t'as pas l'info, tu sais pas où tu vas, tu sais que c'est bien de faire des études, mais sans plus. Parfois, t'es mal entouré avec des personnes qui te disent ça sert à rien de faire des études. Donc, tu te débrouilles au jour le jour. J'ai redoublé en CE1, j'ai redoublé le bac, je me suis fait virer à la fac. J'ai raté au moins 3 ans, en fait, très bêtement. Et j'ai essayé de m'intégrer en ressources humaines. Il n'y a pas une boîte qui voulait me recruter. Je voulais faire contrôle-gestion, il n'y a pas une boîte qui voulait me recruter. En fait, j'ai tenté plein de trucs et j'ai pas réussi à trouver ma voie. Jusqu'à arriver en master. Et là, je rentre dans le domaine de l'IT où, par la case de commercial, au démarrage dans la cybersécu, c'était plutôt un intégrateur. Et c'est là où après j'ai bifurqué chez Oracle et j'ai changé de boîte encore en CDI. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est un monde de fou. En fait, moi, j'ai galéré toute ma vie. La seule chose qui a fait la différence, c'est que j'ai été résilient et que j'ai toujours su faire des virages. C'est-à-dire, quand on m'a bloqué la porte en RH, je me suis dit, ah, c'est bon, merde, je vais faire RH toute ma vie, c'est mort, j'abandonne. Non, j'essaie de trouver un autre domaine. Contrôle 2G. Hop, je suis parti. Un seul entretien, une boîte à PSA à Sochaux. Je dis, bon, allez, s'il faut déménager, c'est pas grave, on va dire. Ah, j'ai pas été pris, c'est pas grave. Je change, virage. Je vais pas attendre, je vais pas rester dans un truc bouché où ça avance pas. Virage. Et je suis rentré dans le domaine du commercial dans l'informatique. Et en fait, c'est un domaine, déjà, premièrement, intellectuellement, c'est stimulant. En face de toi, tu as des directeurs informatiques, tu as des responsables de la sécurité et système d'information. Donc, je rencontrais des interlocuteurs avec qui il faut avoir un certain niveau pour échanger. Même si au démarrage, tu es dans la prospection, il faut quand même un certain niveau pour parler avec eux. Donc, intellectuellement, je me suis développé. Je trouvais ça énorme. Personnellement, la vente, aller prospecter, aller chercher des personnes, te prendre des coups tous les jours, bah, ça te développe, ça te forge un certain caractère. Moi, j'étais toujours un peu timide, réservé. Même si je parais l'inverse, toujours été timide, réservé. Et donc, j'ai dû sortir de ça et apprendre à aller chercher les autres, à me prendre des coups, à ne pas avoir peur de quelqu'un qui te dit non. Donc, personnellement, je me suis développé. Et puis, dernière chose, financièrement, tu gagnes bien ta vie. Ouais. C'est-à-dire que le premier salaire que j'ai eu quand j'étais en CDI, c'était 3 500 €. Dire, moi, je sors d'études, mon premier salaire, c'est 3 500 €. C'est plus que toutes les personnes qui n'ont pas redoublé et qui ont passé leurs études de manière très simple. Deuxième année, je passe à 5-6 000 avec les primes, le variable, sans compter les autres activités que je pouvais faire à côté parce que j'avais du temps. Franchement, c'était énorme. Je me dis, attends, là, au bout de 2 ans, tu arrives à toucher 7-8 000 € par mois
en cumulant tout, alors que de base, tu sors de nulle part. De base, il n'y a aucune boîte qui veut te recruter. C'est pas normal, tu vois, c'est une anomalie. S'il y a personne qui veut te prendre et qu'au bout de quelques années, tu arrives à ce niveau-là, je trouvais que c'était un peu une anomalie. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai trouvé une île, tu vois, une île, un peu, tu vois, l'île au trésor. C'est-à-dire, ah putain, là, c'est un monde de fou, c'est un monde vraiment intéressant. Les gens, ils connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. J'ai trouvé ce domaine parce qu'on m'a fermé la porte ailleurs. Donc, j'ai cherché d'autres choses. Et la majorité des personnes n'ont pas la bonne information. Ils savent pas où aller, ils savent pas c'est quoi les bonnes opportunités au bon moment. Parce qu'il y a un timing aussi parfois pour les opportunités. Et c'est là où je me suis dit, écoute, en fait, toi, c'est cool, tu as trouvé un chemin. Ce chemin, il est intéressant. T'as permis de te développer, de bien gagner ta vie. Mais il y a plein d'autres personnes derrière qui n'ont pas trouvé ce chemin-là. Parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Parce qu'ils n'ont peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Donc moi, je le faisais de manière informelle. On a un réseau de potes. Dès qu'on peut en aider un, tiens, viens, je connais l'école, je connais une entreprise, je peux te faire rentrer, on l'aidait. Et à la fin, je me suis dit, comment tu peux faire ça à plus grande échelle? Et la solution que j'ai trouvée, c'est de monter une école. Ok. Et justement, donc monter une école, et qu'est-ce que tu leur enseignes dans cette école? Parce que transformer la vie, ça veut tout et rien dire à la fois. Ça peut être sur l'état d'esprit, ça peut être sur des compétences spécifiques, ça peut être comme là, montrer une voie spécifique vers justement d'autres champs des possibles par rapport à des personnes qui pourraient ne pas avoir de la clarté sur les possibilités. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la mission de cette école? Déjà, c'est tout ça, premièrement. C'est-à-dire que c'est tout ça. Quand je t'ai dit ce que ça m'a apporté quand je suis rentré dans ce domaine-là, tu as déjà des premiers éléments de réponse. Intellectuellement, ultra intéressant. D'un point de vue personnel, ça te permet de te développer autant d'un point de vue pro que perso. Et troisièmement, tu gagnes bien ta vie. Et quand tu viens de certains endroits où tes parents sont pas ultra riches, où parfois tu galères un peu, bien gagner sa vie, ça change la vie. En fait. C'est-à-dire le travail, avoir un bon travail, ça te permet de monter des projets, de t'épanouir, d'aller en vacances quand tu veux, de sortir quand tu veux, de pas compter quand tu vas au restaurant. Ouais, en fait, puis c'est un cercle vertueux. Tu gravis l'échelle sociale et tu as plus d'opportunités, etc. Exactement. Ouais. Donc c'est ça en fait. Moi, c'est tout ça. C'est tout ça en fait que je voulais apporter. Et à travers l'éducation, c'est en montant une école. Après, si tu veux, on pourra rentrer dans le sujet, mais monter une école, c'était ultra complexe parce que je connaissais rien, tout ça. Ouais. Quand tu vois d'habitude les personnes qui montent des écoles, les directeurs, ils ont tous de l'expérience, ils sont là depuis longtemps. Je dis, j'arrive et tout, petit poisson dans l'eau, il y a des requins partout. Mais après, c'était cool. Franchement, c'est la meilleure aventure de toute ma vie d'avoir fait ça. Justement, tu mentionnes souvent que c'est un des moments les plus compliqués pour toi. Quels sont les challenges que tu rencontres à ce moment précis lorsque tu te dis, ok, je quitte tout, j'arrête, je repars de zéro et je veux créer une école? Les challenges que je rencontre, il y en a plein. En fait, déjà, premièrement, il y a le challenge de la famille. Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants. Voilà. Donc, à 30 ans, marié, 2 enfants, je me lance. Je me dis, ok, quand tu quittes ton job, t'entreprends, t'enlèves ton bon salaire. Donc, j'ai retiré un confort de vie à ma famille, tu vois. Un confort de vie aussi à mes parents, parce que j'avais l'habitude de les aider tous les mois. Donc, premièrement, c'est ça, en fait. Pour moi, ça a été le truc le plus dur. De me dire, ok, je gagnais bien, je mettais tout le monde à l'aise, mes parents, mes petites sœurs, ma femme, mon fils. Et là, tu repars dans une situation, c'est pas précaire, mais presque. Tu vois, c'est-à-dire que tu te mets au chômage, tu gagnes moins, tu commences à tout compter. Déjà, avant, je comptais pas. C'était à l'aise, on part quand on veut, je mets de côté ce que je veux pour tel ou tel projet. Là, je commence à compter. Attention, non, dépense pas. Non, tiens, on va limite mettre un budget, on va retirer l'argent en espèces. Tu vois, parce que la carte sans contact, c'est difficile. Donc ça a été, pour moi, un des trucs les plus difficiles. C'est que j'ai galéré pour atteindre un certain niveau de vie que, en fait, très vite, j'ai perdu. Et j'ai pas perdu parce que je voulais le perdre, j'ai perdu parce que c'était un choix. Et ce choix-là, ça a été le choix le plus difficile de ma vie. C'est 2 ans après avoir fini tes études, tu commences à peine à goûter, on va dire goûter à la vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est bon, là, tu goûtes à la vie et tu repars. C'est-à-dire que tu repars dans un truc où, hop, c'est parti. Tu enchaînes à zéro. Et ça a été le choix le plus difficile. Et après, on a d'autres, comprendre l'éducation, comprendre le système français, le système de financement, le sourcing, le placement, gérer une école, la pédagogie. Il y a plein d'autres choses. Mais la première chose, c'est ça. C'est important, ouais, c'est ça. Ça a été le truc le plus dur. Et pour prendre une décision justement aussi difficile, c'est qu'en face, tes motivations, tes envies, ce qui te stimulait au travers de cette mission, doivent être... quand tu prends une décision, tu fais une balance. Tu te dis, ok, je suis prêt à perdre tout ça, mais potentiellement, je vais gagner ça. Et en l'occurrence, j'imagine que ce que tu te dis, je vais gagner ça, c'est pas uniquement d'un point de vue financier, parce qu'on est dans une mission, on est dans une cause. Qu'est-ce qui te stimule en particulier à l'idée justement de pouvoir aider tous ces jeunes au travers de cette école? C'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement.
Moi, je suis né au Maroc. Je suis né dans des quartiers très, très, très populaires. Même, ils ont été détruits aujourd'hui. Et on a toujours eu cette notion de partage. Tu vois, je vais faire un truc, peut-être, c'est un peu cliché. Mais on avait une petite canette. Et parfois, la petite canette, tu vois, c'est des personnes. Pour l'acheter, c'est déjà, tu vois, c'est un petit luxe d'acheter cette petite canette. Ou même un Raibi Jamil, tu sais, c'est un espèce de yaourt, tu sais, à boire, à la grenadine, tout. Et tout le monde se le partage. Tu vois, tu imagines des 6-7 personnes qui viennent et qui goûtent à ton Raibi ou à ta canette. C'est-à-dire, on a toujours eu cette notion de partage. Quand il y a un plan, on partage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu là-dedans, mais de ne pas être resté longtemps là-dedans. Parce que c'est aussi une vie qui est difficile. C'est-à-dire là, je te raconte les bons côtés, mais ils vivent aussi très difficilement. Donc moi, j'ai vécu une période très courte là-dedans. Donc j'ai aspiré en fait leurs valeurs. Parce que à 5 ans, je suis venu en France. Donc on dit toujours que l'éducation d'un enfant, elle se fait entre 0 et 6 ans. C'est là qu'il absorbe le plus de choses. Donc en fait, j'ai absorbé un max là-bas. Et je suis venu avec mes valeurs ici. Et ces valeurs-là, ça m'a porté à fond. Et donc l'idée, c'était de contribuer. Tu vois, quand je me suis lancé, les premières personnes qui ont rejoint le programme, c'était mes potes. Tu vois, c'est-à-dire, je suis pas parti chercher des personnes que je connaissais pas. Je suis parti voir mes potes du quartier, de la ville. Je leur ai dit, les gars, venez, on se bouge. Et il y a un plan. Et ce plan-là, faites-moi confiance. J'avais pas de locaux, j'avais rien, je me suis lancé. Et c'est les premières personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc j'ai toujours fait ça dans la notion de partage. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime en fait naturellement. Et je peux te donner plein d'exemples. Et je sais même pas pourquoi. C'est inné en fait. Tu vois, des choses comme ça, c'est inné. Je vais te donner un autre exemple. Quand j'étais chez Oracle, je prenais des cours de prise de parole en public avec une association qui s'appelle Toastmaster. Et tous les jeudis, un jeudi sur deux, on avait atelier prise de parole en public, improvisation, préparation d'exposés avec des grammairiens, des évaluateurs, tu vois, un truc un peu technique. J'ai fait ça pendant 1 an. L'année d'après, je l'ai mis en place chez moi, avec mes potes. C'est-à-dire, j'ai appelé mes potes, j'ai dit les gars, faut qu'on s'améliore à l'oral. On sait pas parler. On est extrêmement naze. Tous les samedis soirs, on se rejoignait au bon d'un bon plat. On était une dizaine, on faisait des exposés, des présentations, des improvisations, des débats. Tu vois, c'est-à-dire que je gagnais rien. Là, je faisais ça avec tous les samedis soirs. Tu te rends compte? Tous les samedis soirs, t'es avec tes potes, tu vas chez quelqu'un, t'as un repas et tu fais des exposés, des présentations. Rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est quelque chose que voilà, c'est naturel pour moi. Je m'éclate à faire ça. C'est intéressant justement cette volonté de partager, de transmettre, d'aider et de faire grandir en fait les gens qui t'entourent. Tu évoques le fait que les premiers qui rejoignent ton école, donc la première promotion, c'est tes potes, mais aussi tu démarres, t'as quasiment rien, t'as même pas de support pédagogique. C'est vraiment le tout début, la genèse. À ce moment précis, comment ça se passe et quelles sont les différentes étapes, les différents challenges auxquels tu fais face? Parce que pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, tu prends la décision de tout quitter pour lancer une école. Tu lances une école, mais tu sais pas comment forcément ça fonctionne une école. Alors aujourd'hui, quand on voit ton ampleur sur les réseaux sociaux, quand on voit coûte que coûte, quand on voit tes passages dans les médias, quand on voit toutes les choses que tu peux communiquer, etc., ça fait comme une évidence. Tu sais, comme on dit à chaque fois, au début, les gens me prennent pour un fou, après je suis critiqué, puis ensuite c'était une évidence. On est en plein dedans. Et comment tu t'y prends à ce moment précis où tu démarres? Mais c'est vraiment feuille blanche, quoi. Ça a été vrai challenge parce que le monde de l'éducation en France, il est très réglementé. Tu vois, c'est très juridique et ça nécessite un peu d'argent. Moi, je le savais pas. Moi, en fait, je t'ai dit, j'étais sales dans une boîte d'IT et je faisais des revenus complémentaires. C'est parce que j'intervenais dans les écoles, je faisais des formations en plus. Et je pensais que pour monter une école, il fallait savoir former. Donc moi, j'avais des retours positifs des étudiants. Ils me disaient, c'est bon, je sais former, je sais monter une école. En fait, pas du tout. Limite, cette compétence ne sert à rien, en fait. Genre, monter une école, c'est beaucoup d'admin, beaucoup de réglementaires, beaucoup de process, des choses que je déteste. Je suis pas anti-process parce que il faut en avoir et c'est magnifique, mais je sais pas mettre en place ce type de choses. Donc j'ai appris et je me suis dit, premièrement, monte une preuve, de preuve de concept, montre qu'il y a quelque chose qui marche en fait. Et j'ai offert 3 mois de formation. Quand je dis j'ai offert, c'est que j'ai même pas cherché à les faire financer dans tous les sens. J'ai demandé à 2-3 potes à moi, est-ce que je peux faire financer ça? Ils m'ont dit, ouais, mais il faut que tu attendes telle période, tel truc. J'ai dit, écoute, non. Là, j'ai des personnes, ils sont chaudes. On va lancer ça tout de suite. Tant pis les financements. J'ai mis de l'argent que j'ai mis de côté, à peu près 60 000 €. Et pendant 3 mois, j'ai accompagné les personnes. Et quand je dis j'ai accompagné les personnes, c'est que j'avais pas de locaux et je réservais les locaux la veille pour le lendemain. C'est-à-dire, en fait, des fois, je leur envoyais l'adresse à 00h30, tu vois. Ça me fait encore rire, tu vois. Parce que, tu vois, ils m'envoyaient des messages à 23h. Youssef, c'est où demain? Je vous réponds tout à l'heure. Tu sais, ils découvrent l'adresse au réveil, en fait, à 7h du mat. Franchement, c'était une ambiance de fou.
Je crois que c'est là où je me suis le plus éclaté. Donc, j'ai réservé des locaux à 12h30 pour le lendemain. On est arrivé le matin. Après, j'avais pas d'argent pour les garder toute la journée. Tu vois, c'était des cocons, là. Tu réserves des demi-journées. Et donc, on faisait une demi-journée le matin. Après, l'après-midi, on allait se balader. On faisait une activité ludique. J'organisais des cours de boxe pour travailler sur le mental. Ah, c'était une galère. Franchement, là. Mais pour eux, ils ont vécu la meilleure expérience. Et j'ai l'impression que cette première promotion, c'est limite la promotion qui a le plus kiffé. Tu vois, par rapport à toutes les autres, où tu as eu de la structure, des programmes, des supports, des intervenants, à toutes les apps. Par exemple, aujourd'hui, j'interviens plus. La première promo, ils étaient avec moi tous les jours. Ouais. Alors que les autres, ils me voient pas dans les cours. J'ai l'impression, ils me disent tout le temps, mais nous, on s'est éclaté, c'était magnifique. C'est une expérience de fou. Et donc, voilà comment je me suis lancé. Sans financement, sans connaître le domaine. Juste, vas-y, des personnes, faites-moi confiance. Ils ont senti que je mettais de l'âme et de l'engagement. Ils sont venus, on est monté à bord et puis voilà. Incroyable. Et si on revient sur cette première promotion, est-ce que y a des success stories que tu peux nous partager ou des changements que tu peux nous partager par rapport aux résultats que ces premiers élèves ou d'autres élèves justement ont eu? Excuse-moi, je rigole, parce que tu me poses la question et je pense à un pote à moi. Ouais. Je vais pas te donner son nom. Okay. Celui-là, il y a personne. Oh, c'est pas bien, je le clash. Mais de toute façon, je donne pas son nom, donc les gens ne savent pas. En fait, il y a que les personnes qui vont le reconnaître, qui vont comprendre l'histoire. Il y a personne qui veut le recruter, ce gars-là. Il y a pas une boîte qui veut le prendre. Il vient de nulle part, il est mou. Tu vois, il est endormi. C'est un bon de fou. Je le kiffe. Tu vois, c'est un gars trop honnête, trop sérieux. Il te volera jamais un centime. Il fait attention à tout. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il est mou, il est lent, il n'y a pas une boîte qui veut le prendre. Il a raté son BTS 3 fois. C'est-à-dire qu'il a fait 4 ou 5 ans de BTS. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, là, il continue ses études. Il est toujours dans mon école en alternance et dans une des plus grosses ESN en France. Okay. Une des plus grosses entreprises informatiques. Je vais pas citer le nom parce que sinon je donne des indices, mais dans une entreprise qui pèse plusieurs milliards. Et il est en place et même en alternance, il est bien payé et il travaille avec des éditeurs de logiciels sur des sujets stratégiques. Et ça, pour moi, c'est un truc de fou. Ouais. Ça, même mes potes, on se voit, on me dit, toi, t'as réussi à le faire rentrer. Franchement, c'est incroyable. Il dit, franchement, t'as fait ça, c'est bon, t'as gagné toute ta vie, t'as gagné. Si t'as réussi à faire rentrer ce gars-là, t'as gagné toute ta vie. Ouais, si lui peut le faire, tout le monde peut le faire, c'est un peu ça. Ouais, c'est une belle dédicace en tout cas. Je pense qu'il en rigolera lui aussi. Ah, il en rigolera. Quand tu lances ce projet, quel est le manque que tu cherches potentiellement à combler dans le système actuel, que ce soit dans le système éducatif ou dans le système d'accompagnement ou de structure actuelle qui est présent en France? Le décalage entre ce que tu apprends en entreprise et ce que tu apprends à l'école. Parce qu'il y a un écart. Quand tu es à l'école, on t'apprend des choses. Et quand tu es en entreprise, tu découvres plein de choses, plein d'autres méthodos, des frameworks qui sont différents. Tu as un exemple, je sais pas si tu connais un peu le MEDPIC, tu vois, l'américaine, les frameworks qui te permettent de qualifier des opportunités. Ouais. Ça, tu n'apprends pas ça à l'école. Tu es déconnecté. Et quand tu arrives dans les belles entreprises, on te dit, tiens, en fait, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, c'est cet écart-là. Mais en dehors de cet écart, moi, j'estime surtout que le plus important, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire que les personnes, si tu leur donnes la bonne info, le bon réseau, en fait, ils vont savoir se débrouiller pour. La majorité des personnes n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. C'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes autour d'eux. Mais s'ils ont ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Donc moi, j'essaye, en dehors de combler quelque chose dans le domaine de l'éducation, dans le domaine corporel de l'entreprise, je cherche surtout à me dire comment on peut transformer les mentalités, leur apporter les bonnes infos pour qu'ils puissent être autonomes. Tu vois, l'objectif, c'est pas de dépendre en fait des autres, c'est d'être autonome. Et demain, si tu sais que ce métier-là existe, que tu peux être payé là-dedans et que tu peux rentrer dedans, si tu as telle compétence, si tu as telle manière de parler, etc. et tout, en fait, limite, tu peux le faire tout seul si t'es motivé. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est ça. C'est l'accès à l'info. Ok. On va rentrer plus dans la philosophie de Coûte que Coûte. Toi, tu as fait donc un bon nombre d'études, tu l'évoquais tout à l'heure, pour finalement, aujourd'hui, toi-même accompagner des élèves vers la réussite. Quelle différence tu fais entre l'éducation traditionnelle que tu as suivie et le modèle que tu as créé avec Coûte que Coûte? La différence que je fais avec les deux, déjà, premièrement, aujourd'hui dans l'école, j'ai pas de professeur. Tu vois, de personnes soit qui ont toujours été dans le monde académique, soit qui ont travaillé en 1980 et qui viennent aujourd'hui partager leur expérience sans dénigrer ces personnes-là parce que c'est aussi un peu de savoir et qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Moi, j'ai que des personnes jeunes, du terrain. Ils coûtent pas moins cher que les autres, je te le dis. Parce qu'au contraire, ils sont dans la vie active, ils gagnent très bien leur vie et donc leur temps est une ressource ultra importante. Et par contre, moi, je veux des personnes qui vivent les choses, qui ont des histoires à raconter.
Tu vois, le formateur, il peut te raconter l'histoire d'hier. Il peut te dire, hier, j'étais avec un client, voilà ce qui s'est passé. Je vois la personne qui te dit en 1980, voilà ce que j'ai vécu, une histoire que j'ai eue, je vendais des bases de données ou des trucs, tu vois, qui n'existent plus aujourd'hui. Moi, je veux des personnes qui te disent, tiens, ce matin, j'ai appelé tel directeur informatique, voilà ce qu'il m'a dit. Et tu vois, ça inspire les personnes et ça leur donne des expériences concrètes, des cas concrets. Et le monde, il évolue beaucoup. Les méthodologies évoluent beaucoup. La techno, elle évolue beaucoup. Le métier, rien que de commercial, n'est plus le même. C'est-à-dire, si tu apportes quelqu'un qui a fait commercial en 1990 et quelqu'un qui le veut aujourd'hui, avec tous les outils, le growth hacking, l'intelligence artificielle, le métier s'est totalement transformé. Donc moi, ce que je veux faire par rapport au monde, on va dire, académique classique, c'est rapporter des personnes qui peuvent te dire, voilà ce qu'ils ont vécu hier. Et ça, pour moi, ça fait la différence au quotidien. Je le ressens, tu vois, auprès des jeunes. Ils kiffent. Ouais, c'est hyper intéressant. Un autre point aussi dans la structure pédagogique et éducative que vous avez mis en place, c'est qu'il n'y a pas juste des fiches, des exercices et du savoir. Tu as mis des activités bien précises en place, comme la boxe, le théâtre, des immersions. Quelle importance tu accordes aux soft skills ou à ce type de choses dans le cadre de votre accompagnement pour l'impact que ça a sur vos élèves ? C'est une bonne question. En fait, le modèle, il a beaucoup évolué. Au début, c'était une formation de 3 mois en bootcamp intensif. Et là, aujourd'hui, on a créé parcours d'alternance. Donc, on a des bacs +2, des bacs +3. On a ouvert le bac +5 aussi récemment. Donc, on commence à se structurer vraiment comme une école pour pouvoir accompagner les personnes le plus loin possible. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'au démarrage, je formais les personnes pendant 3 mois. Il y en a certains qui voulaient reprendre les études. Et j'étais obligé de les envoyer dans d'autres écoles. Et j'ai dit, c'est dommage. Ils ont kiffé, ils ont repris, on va dire, cette envie de reprendre leurs études, d'aller plus loin, et je les envoie dans d'autres écoles. Donc j'ai créé en fait mon propre parcours. Je prends par exemple l'organisation du bootcamp, 1 jour par semaine, c'est que du développement personnel. Tu vois. Et en fait, ça répond à ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les personnes, si tu leur donnes l'accès à l'information, si tu leur dis comment y aller, si tu leur mets le bon réseau autour, en fait, ils n'ont plus besoin de toi. Et aujourd'hui, tu peux être très bon, tu peux être excellent, mais malheureusement, tu n'as pas les skills pour savoir te vendre. Tu vois, hier, il y a une boîte qui est venue pour recruter. C'est une boîte en fait qui forme elle-même des personnes dans le domaine de la cybersécurité. Elle me dit franchement, les personnes, je les ai rencontrées, ils sont incroyables comment ils se vendent. T'aimerais pas monter un partenariat comme ça, t'accompagnes aussi les personnes qu'on a dans nos formations. Je dis pourquoi t'arrives pas à les placer ? Bah ouais, en fait, ils galèrent un peu à les placer. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont formés de manière très technique à la cyber, mais par contre, ils savent pas se vendre. Et donc, parfois, tu peux être excellent, mais si tu sais pas te vendre, c'est mort. Ouais. Tu passes pas. Et tu peux être très bof, et on en connaît énormément des personnes qui sont vraiment moyens, mais qui ont la tchatch, qui ont le bon réseau, qui savent se vendre, et ils sont à des endroits où parfois ils doivent pas être. Et dans le monde du foot, c'est pareil. On connaît combien de génies, d'artistes, de personnes qui sont archi bons, et malheureusement, ils n'ont pas su passer. Ils n'ont pas su passer parce que ils n'avaient pas le réseau, parce qu'ils ne savaient pas par où passer, parce que lorsqu'ils ils faisaient des détections, ils n'anticipaient pas les choses, ils n'avaient pas ce côté commercial, ils avaient juste ce côté, ok, je vais montrer que c'est moi le meilleur sur le terrain, mais ils n'avaient pas ce côté, ok, je vais me vendre en plus. Il faut que je me vende en dehors du terrain. Tu vois, les skills, c'est quelque chose, mais comment tu te vends en dehors du terrain ? Ça, c'est du réseau, c'est d'aller chercher des informations autour, c'est de comprendre c'est quoi un peu les enjeux, les problématiques de l'entreprise, pourquoi chercher à recruter, etc. Et donc, nous, on met à fond cette partie ADN autour du développement personnel, les soft skills, la prise de parole en public, du mental, des immersions, c'est-à-dire qu'en partenariat avec VMware, c'est une boîte qui pèse plus de 10 milliards, tu vois, américaine. Donc, on va chez eux, on regarde un peu leur code, comment ils fonctionnent, ça leur permet d'observer, de comprendre les gens, comment ils échangent, comment ils interagissent. Et ça fait la différence. Parce que le plus dur, c'est de rentrer au démarrage. Dès que tu es dedans, c'est bon, tu comprends, tu connais. Le plus dur, c'est toujours d'ouvrir la première porte. Nous, c'est ce qu'on leur dit. Le plus dur, c'est d'ouvrir cette première porte. Dès que tu l'as ouverte, après, c'est bon, tout le monde vient te chercher. Voilà, tout le monde vient te chercher. Et donc, on se bat pour ça. Et si tu n'as pas, en dehors des compétences, cette capacité à te vendre toi-même, c'est mort. Et encore plus pour des commerciaux. Parce que les commerciaux, on attend déjà d'eux. En fait, dès le process de recrutement, on attend d'eux qu'ils savent se vendre eux-mêmes, tu vois. Ouais. Le process de recrutement, c'est une vente. C'est-à-dire, si tu ne sais pas te vendre dans le process de recrutement, ils estiment que tu ne sauras pas vendre tes solutions derrière. Complètement. Justement, tu évoques le processus commercial, tu évoques le fait de savoir se vendre, mais tu disais tout à l'heure aussi que tu étais quelqu'un à la base d'assez timide, ou introverti en tout cas, et que aujourd'hui, on le voit, tu as ces fameux... un jeudi sur 2 et les samedis avec tes amis t'ont bien aidé. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui peut-être justement
a de l'ambition, ressent l'envie, ressent son potentiel, mais n'arrive pas à se vendre, n'ose pas s'affirmer, ou tu vois, il est relativement jeune et même lorsqu'il va par exemple à des événements networking, il n'ose pas trop rencontrer les gens, etc. et se mettre en avant. Ok, ça c'est vraiment une très 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 bonne question parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et je l'ai vécu même, tu vois, dans la prospection. C'est-à-dire la première fois que j'ai trouvé la boîte, je suis entré dans la cyber et je commençais à prospecter. Franchement, j'aimais pas ça. J'ai l'impression que j'étais dérangé, j'étais pas à l'aise d'appeler des personnes. Et je regardais sur Internet, tu sais, je cherchais, j'écoutais, je regardais des vidéos, je voulais comprendre comment je pouvais faire pour changer ça. Tu vois, il n'y avait pas de solution. Il n'y a pas de solution. En fait, la seule solution, c'est de te dire que quoi qu'il arrive, t'as rien à perdre. Tu vois, c'est-à-dire que qu'est-ce que t'as à perdre ou à loup. Et deuxièmement, t'as pas le choix. Voilà. C'est-à-dire soit tu vas avancer, soit tu veux pas avancer. Donc moi, j'ai cherché des solutions philosophiques, un truc. Il n'y a pas de remède, si ce n'est de te dire qu'il faut vaincre le mal par le mal. Et à force de le faire, tu t'habitues. Voilà, tout simplement. Donc C'est le passage à l'action. voilà, passage à l'action. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est mort. Parce que si tu le fais pas, t'as rien. Tu préfères avoir rien ou faire quelque chose qui va ne rien te retirer non plus. Tu vois. Donc fais-le. Ouais. C'est assez bien et du coup, voilà, aller outre sa zone de confort pour pouvoir l'agrandir ou pour pouvoir gagner de nouvelles compétences et avancer. Tu as une citation que tu mentionnes sur tes réseaux sociaux. On peut réussir sans écraser les autres. Peux-tu nous en dire plus sur cette philosophie et comment elle reflète ton approche aujourd'hui ? J'ai l'impression que j'ai rendu fou les personnes sur LinkedIn avec ça. Tu sais, c'est la petite pancarte, on peut réussir sans écraser les autres. Je crois que je l'ai même publié plusieurs fois. À chaque fois, elle a fait des millions de vues. Ouais. En fait, elle a fait des millions de vues parce que les personnes sont touchées par ça. Tu vois, dans le monde pro, pour avancer, t'en as toujours un qui va essayer d'en écraser un autre. On dit toujours que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et donc, en fait, moi, j'y crois pas à ça. Tu vois, je pense qu'on peut tous avancer sereinement. Et si on n'est pas content, en fait, on crée son propre projet, on va voir ailleurs. Et moi, j'ai tellement vu de managers, de personnes un peu hypocrites, qui parlent derrière ton dos, qui te disent pas les choses en face, qui rigolent devant toi. En fait, c'est ça qui est gênant. C'est des personnes, ils viennent, ils te serrent la main, ils rigolent devant toi. Et derrière, t'apprennent qu'ils te clashent. Et quand ils te clashent, il y a bien une raison. Tu vois, soit c'est parce que t'es bon et ils veulent montrer que attention, il a quand même des défauts, etc. et tout. Soit c'est parce que tu peux être une menace pour eux, soit tu vas prendre leur poste ou quoi. Mais il y a toujours une raison. Tu vois, on te clash jamais comme ça pour rien. En tout cas, je trouve, les personnes qui clashent les gens pour rien, c'est vraiment chiant en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rien à faire de leur vie. Au moins, l'autre qui clash pour quelque chose, il a peut-être une raison. Et malheureusement, dans le monde professionnel, aujourd'hui, quand tu as une évolution, cette évolution, parfois, tu es 10 à la demander. Et très souvent, la personne qui passe, c'est une personne qui en a tabassé plusieurs. Elle n'est pas passée de manière saine. Et aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des personnes qui ont évolué en tirant les autres avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont évolué intelligemment. Ils ont discuté collégialement. Ils ont vu qui avait les capacités, qui avait les qualités. Il y en a un qui est monté, il a fait évoluer les autres avec lui, qui a fait évoluer les autres avec lui. Parfois, un autre passe devant. Et en fait, c'est ça, l'entraide. Quand tu crées un réseau, un noyau solide, je parlais tout à l'heure de loyauté, ça fait extrêmement la différence. Et moi, j'en peux plus de voir ces personnes qui s'écrasent pour avancer dans le monde professionnel. On dirait qu'on est en compétition, on se bouffe entre nous. Tu vois, c'est comme les médias. On passe notre temps à se bouffer entre nous. Et il n'y a aucune valeur ajoutée à ça. Tu vis triste. Franchement, tu vois, on parlait de travail. Moi, je veux kiffer dans mon taf. J'ai pas envie d'être dans mon travail en mode paniquer, d'avoir peur que quelqu'un me plante. Non, je vais te donner un exemple simple. Tiens. Ça, c'était bien marrant. Quand je bossais dans ma dernière expérience, je suis en CDI, je suis fait un peu plus de 150% des objectifs la dernière année. Et j'avais un autre commercial, il faisait 30%, tu vois. Et moi, l'avantage, c'est qu'à côté, je donnais des cours en école de commerce, j'intervenais, etc. Et c'est ce commercial qui fait 30% qui va voir le DG pour lui dire « Ouais, mais attention, Youssef, il peut pas faire plusieurs choses à la fois, le métier de commercial, il faut se concentrer dessus. » Attends, moi, j'ai fini mon année depuis longtemps, j'ai fait 150% de mes objectifs, t'es à 30 et tu te permets de parler. Tu vois, parle pas en fait. Ferme-la. J'ai envie d'être méchant, mais j'ai pas envie. Parle pas. Je t'ai explosé. Mais je t'ai pas explosé parce que je voulais t'exploser. Je t'ai explosé naturellement parce que t'as la rage contre moi. De base, je suis pas en concurrence avec toi. Moi, quand je fais mes objectifs, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour gagner mon pain, pour évoluer. Mais lui, tu vois, il a pris l'explosion pour lui. Et donc, tu te rends compte, il va voir le DG pour lui dire « Ouais, Youssef, il peut pas faire plusieurs choses à la fois. » Attends, mais t'es à 30%. Occupe-toi de ton chiffre.
Ouais. Et c'est ça pour moi, écraser les autres. C'est dès que t'en vois un qui est bon, ou tu vois qu'il y en a un qui veut sortir, voilà, bah tu veux le garder dans le panier de crabe. Voilà, Ouais. j'appelle ça le panier de crabe. Complètement. Et moi, j'ai remarqué quelque chose. Tu vois, les gens médisants, les gens jaloux, les gens qui critiquent, souvent, c'est des gens qui sont en dessous de toi. Tu viens de l'évoquer par cet exemple également. C'est quelque chose qui, malheureusement, je trouve, c'est ma perception, hein, est trop présent en France. Selon toi, c'est dû à quoi? Franchement, on peut écouter. Aujourd'hui, t'entends plein de choses. Ouais, les anglo-saxons, ils sont comme ça, les français, ils sont comme ça. Moi, je vais être cash. Déjà, premièrement, j'ai pas de télé chez moi. Deuxièmement, j'ai jamais vécu en Angleterre. Je suis même jamais allé. Je suis même jamais allé aux US. Donc, en réalité, mis à part les on-dit, j'ai aucune idée. J'ai travaillé dans une boîte américaine, mais les personnes qui travaillaient, c'était des Français. C'est-à-dire, on m'a dit, ouais, mais t'as bossé chez Oracle, c'est une boîte américaine, c'est quoi la mentalité? Ouais, mais ceux qui bossaient, ils étaient Français. C'est-à-dire, t'as beau avoir une boîte américaine, si demain à l'intérieur, c'est un Français, ce serait une boîte américaine, mais des Français qui te managent. Donc, je peux pas dire, ok, les Anglais, les Américains sont meilleurs. Il y a une mentalité où les gens, ils se plaignent tout le temps. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, où le passage au Maroc, cette aspiration, où j'ai vu en fait la vie des gens, comment ils se comportaient dans le partage, dans la difficulté. Je dis, mais attends, mais je peux pas me plaindre. Ça, c'est pas possible. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et même quand j'ai quitté mon CDI, je me dis, même si je quitte mon CDI, à la fin, tiens, le truc qui m'a permis d'avancer, qu'est-ce que j'ai à perdre? Demain, ça marche pas. Je retrouve un job bien payé, j'ai encore plus de réseau. Je suis à l'aise. En fait, tout est ok. Tout va bien dans la vie. C'est nous, on se met nos propres problèmes. Là, dans la religion, moi, je suis musulman. On se dit toujours que les propres problèmes, c'est nous qui nous les créons. Tu vois? Et moi, je le vois au quotidien. Tu te crées tes problèmes. Parce qu'en fait, sinon, tout est ok. Tout va bien. Et la deuxième chose, c'est que parfois, toi, tu vois le bien dans quelque chose, mais une chose qui est bien pour toi, parfois, elle peut être mauvaise. Et parfois, toi, tu crois que quelque chose est mauvaise pour toi, et en fait, elle est bien pour toi. Donc, les fois où j'ai galéré, où j'ai pas eu de job, où on m'a fermé la porte, où le gars, là, qui m'a dit, tiens, il peut pas faire plusieurs choses à la fois, Youssef, etc. et tout. Ça a été des signes déclencheurs qui m'ont envoyé entreprendre. Hein. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé à l'entrepreneuriat, Ouais. de sentir ce type de choses. En tout cas, ça m'a facilité le fait de sortir de la boîte, tu vois. Parce que je me dis, je peux pas être avec des gens comme ça, c'est pas possible. Ouais, tu t'es dit, je veux créer mon propre environnement, mes propres règles. Mes propres règles, mes propres valeurs, avec mon ADN, et accepter les gens tels qu'ils sont. Dire, moi, j'aime bien, je regardais, j'ai pas regardé sur Netflix Bernard Tapie, mais je regardais une vidéo de lui, et il disait que pour qu'une entreprise fonctionne, c'est la diversité qui fait la différence. T'as des pessimistes, t'as des optimistes, t'as des négatifs, t'as des cartésiens, t'as de tout. En fait, c'est ça qui fait qu'une entreprise fonctionne, c'est la diversité. Et malheureusement, en France, la diversité, mis à part la mettre sur des logos, sur des plaquettes, et je vais caricaturer, mais mettre un black ou un rebeu en tête d'affiche, il se passe rien du tout. Il faut aller se battre. Voilà. Ça, c'est un sujet intéressant, justement. J'en parlais hier avec un invité qui est d'origine algérienne et qui est venu en France, qui a fait pas mal d'études, qui aujourd'hui a une ascension sociale assez énorme, qui a créé une boîte du coup en France et qui aide les entrepreneurs à se développer. Ils ont 200 collaborateurs, donc tu vois, aujourd'hui c'est quelque chose de très solide. Et il m'a fait une petite remarque, j'ai répondu rapidement dessus. Il m'a dit, tu vois, moi j'étais algérien, je suis pas un blanc aux yeux bleus qui vient de Versailles, et c'était compliqué justement de me faire ma place dans ce monde-là. Toi qui viens des milieux populaires et qui justement a cette volonté d'aider les jeunes qui peut-être ont subi des inégalités ou n'ont pas en tout cas démarré avec les mêmes forces, tu le vois, c'est quelque chose de vraiment exacerbé en France. Tu le vois vraiment en France qu'il y a une réelle différence entre certains types de personnes. Je vais te donner un exemple très simple. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais quelques expériences et j'avais postulé dans un grand fast-food, sans le citer. Et j'avais un autre pote à moi qui n'a pas le même prénom du tout, tu vois, et qui a postulé aussi. Son CV était vide. Moi, le mien, il y avait des expériences. Et j'ai pas été appelé, lui, il a été appelé. Je dis, attends, c'est bizarre, on a posé le CV en même temps, tu vois, c'est limite une expérience en fait le truc. Attends, moi j'ai un peu d'expérience, on a le même âge, on vient de la même ville, mais on n'a pas le même prénom. Après, faut pas se cacher derrière ça. C'est-à-dire, moi je me remets toujours en question. Par exemple, dans mon école, je dis toujours aux étudiants, arrêtez de vous victimiser. Vous dire, si vous avez demain une barrière, si c'est difficile pour vous, vous dites pas que c'est parce que c'est raciste ou c'est parce qu'on m'aime pas. Parce que si tu te mets ça dans la tête, toi tu te remets plus en question. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que le mental que je transmets aux personnes,
c'est justement de mettre de côté ça. Moi, je sais que ça existe. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont racistes. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent travailler avec des personnes qui leur ressemblent. Je sais que ça existe. Mais c'est pas le mental que je donne à personne. Parce que quelqu'un qui comprend pas ça, en fait, il va toujours se mettre dans la tête que c'est de la faute des autres et jamais se remettre en question. Et donc moi, ce qui a fait la différence, c'est que sur ce moment-là, moi, je l'ai pas capté. En fait, c'est des années plus tard où tu réfléchis, ok, c'est quoi mon parcours, par où je suis passé. Tu dis, ok, voilà, cette partie-là, c'était un peu chelou. Là, c'était un peu bizarre aussi. Mais je me suis jamais mis ça dans la tête. Parce que sinon, tu progresses pas dans la vie. Et donc, ça te pousse à toujours être meilleur, à toujours faire plus que les autres. Et on m'a posé la question, là, il y a 3 jours. On m'a dit, est-ce que tu trouves que l'inégalité sociale rend les choses un peu difficiles, tu vois, pour les personnes qui la vivent? Je dis non. C'est une force de ouf. C'est une force de ouf. Un exemple très simple. Demain, tu dois monter au 9e étage. Celui qui prend l'ascenseur tous les jours, celui qui prend l'escalier tous les jours, quand il arrive au 9e, ils n'ont pas la même énergie. Celui qui prend les escaliers tous les jours lorsqu'il arrive au 9e, il a les jambes solides. Il a des mollets durs, tu vois. Il a du cardio. Il est costaud. Celui qui arrive en ascenseur tous les jours, tu vois, il est à l'aise. Si je caricature, il est tout mou, en fait. Et donc, le fait de rencontrer des difficultés, si tu as le mental pour les traverser, quand tu arrives au bout, tu es une machine de guerre. Tu vois, et moi, je le vois autour de moi, tous mes potes qui ont vraiment été résilients, lorsqu'ils sont arrivés dans les entreprises, lorsqu'ils sont arrivés au bout du tunnel, ils étaient 1000 fois plus forts que les autres. Ouais, parce que c'est normal, ils ont soulevé plus de poids, tu vois. Donc, c'est logique. Et ça, c'est une force. Je suis totalement d'accord avec toi. Et cet état d'esprit, pour quelqu'un qui regarde cette interview et qui peut-être se sent au fond du trou ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se ressaisisse et qu'il se dise, qu'il relativise, premier point, et qu'il aille de l'avant? Parce que souvent, les gens pourraient se dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Enfin, tu vois, cette remarque, on l'a tous déjà entendue. Bien sûr. Après, c'est... je sais pas si je parle d'autodétermination, mais premièrement, si tu es au fond du trou, c'est que tu peux pas tomber plus bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au fond du trou ou tu décides de tenter des choses? Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est essaye en fait. T'as rien à perdre, t'es au fond du trou. Ouais. Donc, t'as quoi à perdre? Est-ce que t'as envie de vivre toute ta vie comme ça? Tu vois, est-ce que t'as envie de vivre pendant 70 ans, 80 ans? Le problème aujourd'hui, c'est que les personnes, ils se projettent pas assez. Ils sont trop dans le court terme. Ils sont trop dans le besoin primaire, le besoin d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai envie de vivre aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. Ils sont dans ça. Et vu qu'ils sont dans ça, c'est dur en fait d'acquérir ce confort très rapidement. Ils se projettent pas. Moi, quand je faisais des études, pourquoi j'ai pas tenté, même si j'ai redoublé 3 fois? Je me suis toujours dit, je préfère faire 5-6 ans aujourd'hui, galérer un peu, et vivre 80 ans de bonheur derrière, être à l'aise, ne plus compter, me faire plaisir. Tu vois, que faire le crowbar, faire le crowbar sur 3-4 ans, et me dire, ok, ouais, 3-4 ans, je vais aller gagner mon oseille, comme beaucoup de personnes, et derrière, tu stagnes, et toute ta vie, t'es, dire comme ça, mais t'es un peu en chien, tu galères. Donc moi, j'ai toujours ce mental très long-termiste. Me dire qu'en fait, tout ce que je fais, c'est toute ma vie, en fait, que ça va m'accompagner. Tu vois, les 3-4 ans sur lesquels j'investis aujourd'hui, c'est pour un investissement sur 60-80 ans. J'ai vraiment toujours eu ce mental. C'est pour ça que j'ai eu une grosse communauté sur LinkedIn. Hein. Moi, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais personne, en fait. Et je connectais des personnes pour trouver un job, les gens, ils m'acceptaient pas. Mais je me suis toujours dit, en fait, LinkedIn, ça va m'accompagner toute ma vie. Tu vois, l'investissement que je mets aujourd'hui, là, j'ai commencé, j'avais 24 ans, 23, 24 ans. En fait, ça va me suivre à 35, 40, 45 ans. Donc, je crée un réseau qui est sur le long terme. Je suis pas pressé. Bon, finalement, les choses, elles sont quand même bien accélérées. Mais je suis pas pressé. Et donc, les gens qui sont au fond du trou, soit tu décides de rester au fond du trou toute ta vie, et franchement, c'est grave chiant. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un mental. En fait, c'est que dans la tête que ça se passe. Ouais. Tu vois, le coach dont je te parlais tout à l'heure, il me dit, c'est dans la tête que ça se passe. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Joue avec tes qualités. Voilà, je te sors les citations. Joue avec tes qualités. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Et c'est que dans la tête que ça se passe. Ça, c'était ces phrases au quotidien. Tu es au fond du trou. C'est super, tu peux pas tomber plus bas. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes et tu essaies de t'entourer. Et après, autour de cet état d'esprit, parce que moi, l'état d'esprit, c'est vraiment important. Et autour de ça, tu peux mettre en place des choses. Donc, si tu es à l'école, tu peux aller voir tes professeurs, t'entourer avec eux. Si tu es dans le monde de l'entreprise, tu peux essayer de trouver des mentors, des personnes qui t'inspirent, ou des vice-présidents, des directeurs, des managers qui ont ce job, qui t'intéressent. Donc, aller les voir, parler avec eux. Organiser justement des sessions de mentoring tous les mois. Tu peux acheter des bouquins, tu peux lire régulièrement, regarder les séries qui t'inspirent. Après, autour de ça, tu mets un écosystème. Mais ça commence ici. Voilà, c'est là que ça commence. Complètement d'accord. Tu as évoqué LinkedIn, on en reparlera dans quelques instants. Mais avant ça, le monde de la formation, c'est un monde qui est relativement vaste. Il y a beaucoup d'acteurs, de plus en plus. Comment tu
fais pour te différencier dans un océan rouge tel que celui-ci, qui est dans le monde de la formation, pour te démarquer, faire la différence, recruter aussi les bons talents, par exemple, qui rejoignent l'école, et faire en sorte que l'école monte et atteigne ses objectifs, ses ambitions? C'est une bonne question parce que je me différencie pas. On m'a posé la question plein de fois. On m'a dit, Youssef, comment tu fais pour te différencier? Je dis, en fait, je fais pas ça pour me différencier. Je n'ai pas créé mon projet pour chercher à me différencier des autres. Voilà, lui, c'est super ce qu'il fait. Moi, je crée un projet parce que j'ai une vision, parce que j'ai détecté des problèmes, parce que j'ai une mission de vie. Je le crée et il sera comme ça. Et je ne vais pas le changer parce que j'ai vu ça à gauche ou j'ai vu ça à droite. Je vais le faire évoluer parce que je sens que c'est important de le faire évoluer dans ce sens-là. Mais en aucun cas, je prends en considération tous les concurrents et les acteurs. Je les vois même comme des alliés. Enfin, je ne vais pas les citer. Moi, il y en a certains, je leur envoie un message pour leur dire franchement, bravo pour ce que tu fais, c'est super cool, je kiffe. Ils m'ont pas répondu. Ils ont vu le message, ils ont visité mon profil, ils m'ont pas répondu. Parce que moi, en fait, je voyais pas des concurrents. Je voyais d'autres acteurs qui ont une mission à travers l'éducation, d'aider les personnes à s'en sortir. Donc, j'étais pas dans cet esprit de concurrence. Ouais. Et donc, moi, aujourd'hui, je cherche pas à me différencier. En fait, je cherche juste à apporter le meilleur aux personnes selon ma compréhension et la compréhension des personnes qui entourent le projet. Fin de l'histoire. Et ça, c'est suffisant et ça se ressent au quotidien. Genre, une personne hier avec qui je parlais, elle me dit, je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu ailleurs, mais je sens que tes collaborateurs, ils sont investis émotionnellement. Tu vois, et moi, j'ai pas ressenti forcément, tu vois, je suis pas au contact tous les jours, quotidien avec eux. Elle m'a dit, tes collaborateurs, émotionnellement, ils sont investis. Genre que c'est pas uniquement un travail pour eux. Ils aiment ce qu'ils font, ils sont là, ils sont engagés. Pourquoi? Parce que je fais pas ça pour être proche de tel concurrent, ressembler. Non. Voilà notre mission, on y va, on fonce. Coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs qui travaillent avec Coûte que coûte? Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de collaborateurs qui comprend des personnes en CDI, des personnes en alternance, et après j'ai des prestats, des DAF, experts comptables, des avocats, voilà, de manière assez classique, quoi. Donc j'ai lancé l'école officiellement fin d'année dernière, donc ça a été big challenge pour moi. J'ai lancé l'alternance, l'ouverture des diplômes, les placements en entreprise, tout s'est lancé fin d'année dernière. Et là aujourd'hui, on a 80 étudiants dans l'école. Donc la première classe que j'ai lancée, c'était 8. En compte, c'était 8. J'ai toujours une dizaine dans les vidéos, mais en réalité, c'était 8. Tu vois, même 8 et demi. Parce qu'il y en a un qui avait un taf, et il voulait quand même faire la formation dès qu'il venait qu'un jour par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il est parti bosser chez Partout. Je sais pas si tu connais un peu la start-up. Et donc, aujourd'hui, j'ai 80 personnes, et là, on a objectif 400. C'est-à-dire, on est à fond sourcing pour passer au niveau supérieur. Ok, je vois. Justement, ça permet d'initier parfaitement ma prochaine question. C'est quoi les projets pour Coûte que coûte sur les 5 prochaines années? Un projet, déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on vient d'ouvrir le bac plus 3 et le bac plus 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant que les personnes ont leur bac plus 2, ils veulent continuer leurs études chez nous. Ouais. Ils disent, voilà, moi c'est bon, je kiffe, je suis là, je m'éclate, je suis dans une bonne entreprise. Comment je fais pour continuer? Et comme l'histoire du bootcamp au début, j'avais rien à leur proposer. Donc j'ai ouvert les bac plus 3, j'ai ouvert les bac plus 5. Et l'idée, c'est de développer à fond partout en France. Donc j'ai ciblé plusieurs villes, comme Lille, Lyon, Marseille, un peu les grandes villes où il y a de la tech, où il y a beaucoup de personnes à accompagner, mais aussi des petites villes un peu plus excentrées. Donc développer à fond en France. Là, je me pose la question, financièrement comment? Parce que ça coûte cher en fait de développer. Ouvrir un campus, ça coûte de l'argent. Donc on est en train de se poser des nouvelles questions. Et après, l'Afrique. L'Afrique, il me dit toujours, ouais, pourquoi tu vas aller au Maroc? Là, c'est bon en France, ça avance bien, ça tourne, tu fais du chiffre. Je sais pas, j'ai envie d'y aller. En fait, c'est mon cœur. J'ai aucun business plan. Tu vois, je suis en train de préparer comment lancer le projet là-bas. J'ai aucun business plan. Aucune aspiration financière. Et les gens ils me disent tous, t'es fou. Tu vois, c'est-à-dire, t'as un projet qui tourne ici. Pourquoi tu vas le lancer? Je sais pas. Mon cœur, j'ai envie de le faire. Je sens que là-bas, il y a quelque chose à apporter. Tu vois, j'ai envie de le faire. Donc, me parlez pas d'argent. On verra tout à l'heure. C'est comme ce que j'ai fait au début. J'ai lancé une classe. Je savais pas comment financer. J'avais pas de locaux. J'avais rien. Je me suis lancé parce que j'étais animé par ça. Et quand je vais aller en Afrique, ça va être la même chose. Bon, on va essayer de mettre un peu plus d'intelligence, d'être beaucoup mieux entouré, parce qu'entre le début, tu te lances et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Mais j'ai aucun business plan. Je sais même pas si ça va être rentable ou pas. Mais je vais y aller, c'est sûr. Dans le lancement de la première école, au tout démarrage de l'école, est-ce qu'il y a une erreur en particulier que peut-être tu as fait qui t'a offert une leçon que typiquement tu voudrais pas refaire lorsque tu vas faire le déploiement sur le continent africain? Une erreur. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait des erreurs j'en ai fait plein. Donc là je suis en train de tous les visualiser et de voir quelle est la pire. Ouais, quelle est la pire en fait. La pire erreur.
En fait, toutes les erreurs elles sont bien. Déjà, premièrement. C'est-à-dire que, franchement, ta question, elle est difficile parce que ces erreurs, elles m'ont renforcé. C'est-à-dire, j'ai appris des choses de ces erreurs et ça m'a permis d'être plus efficace demain. Maintenant, c'est sûr que quand je vais me lancer en Afrique, cette fois-ci, j'aurai des locaux, j'aurai des formateurs. Donc, je vais pas me lancer comme ça dans le vide. Mais je sais même pas si c'est une erreur parce qu'on a kiffé les 3 mois. Tu vois, c'est-à-dire, je peux même pas te dire que se lancer sans locaux, sans formateurs, sans pédagogie, sans support, c'était une erreur. En fait, c'était magnifique. On a kiffé, c'était une expérience ultra enrichissante. Donc, je peux te dire, ok, quand je vais me lancer en Afrique, je vais être mieux entouré d'experts comptables, je vais aller chercher les meilleurs avocats du monde, je vais trouver des bons locaux, avoir des formateurs, je peux te dire plein de choses. Ça, pour moi, c'est juste l'amélioration du produit, du service rendu. À la fin, c'était pas une erreur. Tu vois, c'était comme ça qu'il fallait faire. Si je l'avais pas fait comme ça, je l'aurais pas fait. Tu vois, donc, c'est difficile de répondre à... Franchement, je trouve pas. Je trouve pas quelle erreur j'aurais... Tout était à faire. Ouais, soit tu gagnes, soit t'apprends et t'as avancé comme ça. Mais surtout parce que finalement, t'as mis du kiff dans tout ce que tu mets en place. Donc, je ne bosse pas sans le kiff. Je te le dis. Hein. C'est-à-dire, vraiment. Ça, je te disais tout à l'heure, je joue au foot, mais je le regarde pas. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais parce que j'aime le faire. Okay. Et il y en a qui me disent, mais Youssef, quand tu fais une école, faut le faire, ça quand même, c'est important. Jamais je vais recruter quelqu'un, j'ai pas envie d'y toucher. Vraiment, il y a des choses que j'ai jamais touché. Alors que la plupart des gens te disent il faut que tu maîtrises le process de A à Z avant de le déléguer. Alors moi, je fais toujours l'inverse, tu vois. C'est-à-dire que je délègue avant de maîtriser. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Je sais que ça va m'écœurer. Donc, je préfère avoir les bonnes personnes pour le faire, qui sont beaucoup plus compétentes et qui ont les qualités. Ouais. Tu vois, j'estime qu'aujourd'hui, il y a des qualités. Il te faut certaines qualités humaines pour faire certaines choses et ne pas faire d'autres. Bah, moi, il y a, dans une école, bon, je crois qu'il y a beaucoup de qualités que j'ai pas pour gérer une école. Hein. Tu vois, être cartésien, l'admin, la gestion et tout. Donc, je me suis entouré de personnes pour faire ça. Mais je fais que ce que j'aime au quotidien. Et sinon, je fais pas. T'es seul fondateur ou t'as des associés dans Coup de Couteau ? Je suis seul fondateur. Okay. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans la formation, dans la construction de la pédagogie, dans les recrutements des étudiants. Franchement, sans eux, je suis personne. Tu vois, Yanis, qui travaille chez Google aujourd'hui, Omar, qui bosse chez Okta, une boîte de cybersécu, Abdel, Hakim, Iman. Franchement, je te sors. C'est impossible. Sans eux, franchement, j'aurais rien fait. Amina, avocate, elle était là, elle me facturait même pas. Elle m'accompagnait au quotidien. Elle me disait tranquille, tu me paieras plus tard. Tu vois, je suis pas pressé. Hop, je t'aide sur tes dossiers, sur tes contrats. Et ils étaient là en fait. Ils me demandaient rien. Donc, moi, je suis seul fondateur officiellement. Mais en fait, officieusement, je suis pas du tout le seul fondateur. Hein. Tu vois, si j'étais tout seul à créer le truc, j'aurais vraiment rien fait. Tu vois, Jean-Pierre, pareil. Un gars qui me contacte sur LinkedIn, qui m'envoie un message, qui me dit je kiffe ce que tu fais. Et directeur commercial chez Walix, il me dit ok, vas-y, moi je viens. C'est devenu le parrain de la promo. Il a recruté un étudiant, il vient souvent dans l'école. Il y en a trop. Je peux te les citer, il y en a trop. Tous ces gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, même parfois gracieusement, sans se poser de questions, est-ce que c'est parce que finalement tu as créé une mission tellement forte et tu étais tellement impliqué dans cette mission également en osant tout quitter pour pouvoir la réaliser, que finalement tu les as ralliés à ta cause et tu as créé une culture autour de ça qui fait que ils t'ont rejoint de cette façon? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a des amis. C'est-à-dire, dans toutes ces personnes, il y a des amis. Et donc, c'est des personnes qui me connaissaient, avec qui j'avais une très bonne relation. Et ils se sont dit, écoute, franchement, je kiffe. On vient du même endroit, on connaît les galères qu'on a vécues, donc hop, on va t'accompagner à fond. Et il y a ceux qui ne sont pas les amis que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et ceux-là, c'est différent, parce qu'ils ne te connaissent pas. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un don ou pas, mais j'ai cette capacité à exprimer ma sincérité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sincère. Je suis quelqu'un, intrinsèquement, je trouve que je suis une bonne personne. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre de dire ça, on peut dire il se la raconte. Moi, je trouve que je suis une bonne personne. Et je suis très sincère. Et je pense que ça se ressent. Et donc, les personnes, ils arrivent à ressentir cette sincérité-là. Et ils arrivent à ressentir que je suis aussi très loyal. C'est-à-dire que je ne bouge pas après. Hop, on commence, on se connaît, c'est fini. Enfin, j'ai la personne avec qui je bosse, je ne cherche plus. Peu importe le tarif, je ne bouge plus. Et donc, cette capacité à exprimer sa sincérité, comme je te parle là, en fait, tout de suite, je pense que tu le ressens, tu vois, tu ressens que je suis sincère quand même. Bon, en fait, ça fait la diff, tu vois. Ça fait la diff et t'embarques les personnes avec toi. Ouais. Et après, quand t'as un projet comme ça, qui est d'aider les personnes à s'en sortir, les aider à grandir, à s'émanciper à travers l'éducation, à trouver des bonnes boîtes, parce que le monde pro, quand t'es bien professionnellement, personnellement, tu peux kiffer. Bien sûr. Ça fait la diff, tu vois. Complètement. Et
Et un truc qui est certain, en tout cas, c'est que je peux affirmer que tu es cohérent parce que même lorsque tu es rentré dans le studio, je disais, voilà, je kiffe en ce moment faire des podcasts, faire de la création de contenu, c'est un projet, etc. J'ai voulu mettre ça en place, tac, tac, tac. Et quand tu disais, voilà, je ne fais pas quand il n'y a pas de kiff, clairement, c'est un biais de cohérence. Et ça, c'est vraiment un point important. On parlera aussi de l'authenticité dans quelques instants. J'ai une dernière question par rapport finalement à ce mission d'inclusion des jeunes. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on démarre pas tous avec la même chance en France ? Je vais te donner un truc très simple. Aujourd'hui, j'ai un fils, le premier, il a 3 ans, et je l'ai mis en école privée, école bilingue. C'est-à-dire que ses institutrices, ses maîtresses, je sais pas si on appelle ça des maîtresses, bah, c'est même pas des Françaises de base. Donc, une, c'est une Indienne, l'autre, elle vient du Royaume-Uni, ou je sais plus. Et donc, forcément, lui, quand tu le compares à moi, tu vois, il apprend pas les mêmes choses, pas la même éducation. Il a pas les mêmes vacances. Il a pas le même carnet d'adresses. Tu vois, toutes les portes, entre guillemets, lui seront ouvertes si je continue comme ça, que tout va bien. Donc, c'est un bagage culturel, c'est un bagage linguistique, c'est un bagage de réseau, de patrimoine aussi, tu vois. C'est-à-dire quand tu as du patrimoine ou que tu démarres avec une certaine richesse, bah, tu es beaucoup plus à l'aise pour lancer des projets. Moi, quand j'ai lancé mon projet, bah, j'ai lancé en connaissant rien et en faisant avec les moyens du bord, avec ce que j'avais mis de côté. Mais c'est pas fou, quoi. En fait, tu mets tout de côté et tu mets ton argent de côté. Et donc, je pense que ça, dans ce qu'on appelle l'inégalité, ça fait une force. Mais par contre, je n'échangerai en rien ma vie avec celle de mon fils. Tu vois, je trouve que il n'aura pas la chance que moi j'ai eue. Et lui, moi, j'aurai pas la chance que lui a eue. Je veux dire que lui, il va avoir plein de facilités dans son parcours. Ouais. Tu vois, il va commencer à parler anglais à 3 ans. Moi, l'anglais, je galère encore aujourd'hui, tu vois. Plein de facilités. Et moi, mon parcours, je le kiffe. C'est hyper bien. Tout ce que j'ai vécu. J'ai fait des bêtises incroyables, en fait. J'ai rencontré des gens que lui, peut-être, il va jamais parler avec eux, en fait, au quotidien. Et ça, c'est magnifique. Mais je trouve même pas que je serais plus faible que mon fils. Je vais juste essayer de lui donner tout ce que moi, j'ai pas eu pour que lui puisse aller plus loin. Tu vois, je vois ça, c'est un peu une chaîne. Mon père, voilà, il a pas eu de diplôme, il a arrêté très tôt. À 18 ans, il est à la rue, il a monté sa boîte dans le ménage. Et ensuite, il a fait faillite, il a eu des problèmes. Il a fait en sorte que ses enfants soient pas des enfants de la rue, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils fassent des études pour aller plus loin. Enfin, moi, je vais faire la même chose avec mon fils. Et j'échangerai en rien le parcours que j'ai eu. En fait, c'est trop bien. Tu vois, la jeunesse que j'ai eue, même si j'étais pas riche, elle était trop bien. C'était un kiff. Et donc, je suis pas sûr. Les inégalités, pour moi, dans certains pays, on peut pas trop en parler, tu vois. T'as des pays où c'est beaucoup plus compliqué, ils sont vraiment par terre, ils sont à la rue. Là, il y en a plein qui disent ok, je suis dans l'inégalité, mais en réalité, tu te bouges pas aussi. Le discours de victimisation, j'aime pas trop. Parce que je dis, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de dire que c'est pas possible. Tu viens en retard tous les matins. Tu viens en retard tous les matins et tu me dis on veut pas de moi. C'est toi le problème. Tu vois, il y a plein de gens, c'est eux le problème. Tu viens en retard, t'es absent, tu préviens pas. C'est toi le problème. Tu vois, tu dors en cours, c'est toi le problème. Faut arrêter avec les inégalités, faut un peu se remettre en question parfois. Donc oui, ça existe. Oui, pour des personnes, c'est très difficile parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas le même bagage culturel, on n'a pas eu la même éducation. Mais pour beaucoup, c'est leur problème à eux, tu vois. Et ça, c'est le message que je vais faire passer. C'est bouge-toi. Et dès que tu t'es bougé, t'as tout donné, là, tu peux dire, ok, inégalité. Je sais pas si tu vois dans les accords Toltec, fais de ton mieux. Tu vois, fais de ton mieux. Un des 4 accords, fais de ton mieux. Si t'as pas fait de ton mieux, tu peux pas parler d'inégalité. Dès que tu auras fait de ton mieux, tu pourras parler d'inégalité. Et malheureusement, la majorité des personnes ne font pas de leur mieux. Et ils parlent d'inégalité. Ouais. Ou des fois, ils se donnent l'impression, ils essaient de se convaincre qu'ils ont fait de leur mieux, mais la réalité, c'est que elle en est tout autre. Je les vois, j'ai une école maintenant. Je les vois, il n'y a plus rien qui se cache. Ils peuvent pas tricher. Et ouais, tu peux pas tricher. C'est bon, c'est trop tard. Ouais, complètement. Dernière question sur l'école, justement, c'est quand tu crées une école, surtout en France, les gens n'ont pas l'habitude de payer pour l'éducation. Donc j'imagine que tu as dû trouver des financements du gouvernement, etc. Ça n'a pas dû être une chose aisée. En tout cas, j'imagine qu'il y a pas mal d'étapes pour pouvoir valider ces éléments. Quels sont les challenges que tu as rencontrés pour pouvoir être reconnu comme étant une institution école d'éducation reconnue par l'État et pouvoir bénéficier des financements pour ouvrir les portes de ton école à un large public? Tu as 3 choses dans le coût de l'apprentissage. Le coût de l'apprentissage, c'est quoi? C'est soit tu mets du temps pour apprendre quelque chose
et ce temps-là, ça coûte de l'argent. C'est soit tu fais des erreurs pour apprendre quelque chose, et ça te coûte parfois encore plus que de l'argent. C'est soit tu payes pour apprendre quelque chose. Et là, du coup, le temps, il est raccourci. Mais quoi qu'il arrive, quand tu dois mettre en place quelque chose que tu sais pas, tu dois payer. Soit tu payes des personnes, soit tu payes en temps, soit tu payes en erreur. Donc moi, j'ai payé sur les trois. Tu vois, j'ai payé sur... Genre, au début, j'ai payé en temps parce que j'avais pas trop d'argent, tu vois. Après, quand tu payes en temps, tu fais pas forcément des fois bien les choses, donc tu payes en erreur, donc tu dois te rattraper. J'ai fait plein de virages, tu vois. Et après, quand tu commences à avoir du chiffre, à avoir de l'argent, tu payes des cabinets en apprentissage pour aller plus vite. Donc voilà les trois. Voilà comment j'ai fait. Ok. Et ça a pris combien de temps tout ce processus finalement? Ça a pris 2 ans. Ah ouais. Entre le moment où j'ai lancé mon projet et le moment où c'est devenu une école, ça a pris 1 an. Tu vois, c'est parce que comprendre un peu le domaine, savoir ce que tu as réellement envie de faire. Tu vois, c'était pas vraiment encore une école au début. Ouais. C'était une formation courte, je voulais lancer, tester. C'est devenu vraiment une école depuis 1 an. Ça fait 1 an vraiment que je considère que maintenant j'ai créé une école. Avant, je faisais du coaching, j'accompagnais des boîtes, je faisais de l'externalisation de force de vente. Tu sais, j'essayais de trouver du chiffre de gauche à droite. Et en fait, j'essayais de trouver le moyen d'avoir de l'argent pour payer ce coût de l'apprentissage. C'est-à-dire, j'avais pas de sous. Et je me rendais compte que pour créer une école, c'est très réglementé. Il y a des mécanismes à comprendre, des plateformes. T'as le ministère du Travail, t'as des choses qui sont vraiment très très lourdes. Tu dis, écoute, le seul moyen, c'est d'avoir de l'argent pour payer et avoir des personnes qui t'accompagnent. Donc en fait, j'ai facturé, j'ai accompagné des dirigeants, des startups, j'ai facturé, j'ai récupéré des sous et j'ai payé des personnes pour m'aider. Donc c'est pour ça que ça a pris 2 ans. Donc la première année, c'est une année où je suis parti chercher un peu de cash. Et la deuxième année, j'ai investi, j'ai créé l'école et j'ai développé. Donc, coup d'apprentissage. D'un point de vue purement entrepreneurial, c'est intéressant parce que beaucoup de gens auraient pu se dire « Ah tiens, je vais faire mon business plan, mon business model, je vais faire une levée de fonds, je vais essayer de trouver de l'argent par des biais extérieurs, VC, billets et j'en passe, ou Friends and Family, et je vais pouvoir financer tout ça. » Mais toi, tu t'es dit, je vais bootstrap, je vais m'auto-financer, je vais faire du consulting, de la presta, des trucs à gauche, à droite, je vais me débrouiller pour pouvoir financer ça. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix stratégique? Déjà, moi, j'ai le problème inverse de la majorité des entrepreneurs qui se lancent. C'est que moi, j'ai des investisseurs qui sont venus vers moi alors que j'avais encore rien. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai annoncé que je voulais entreprendre, vu que j'avais du réseau, que j'étais déjà connu sur LinkedIn, j'ai plein de personnes qui sont venues me voir pour me dire, tiens, moi, je veux mettre 50, 100, 150, 200. En fait, j'ai une liste comme ça, Excel, de personnes qui veulent investir. Je me dis, attends, tu vas prendre leur argent là, ces personnes-là. Mais est-ce que tu sais quoi faire avec? Est-ce que tu sais comment recruter? Est-ce que tu sais quels sont les profils dont tu as besoin dans ton école? Non, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Dire, c'est bien beau. Je vais faire une levée de fonds, je vais communiquer, je vais accélérer, mais je vais cramer de l'argent sans savoir comment le cramer. Je dis, patiente. Tu vois, c'est ta mission de vie. T'es pas en mode pressé, tu fais pas ça pour l'afficher. Tu vois, je communique très peu en fait sur mon projet au quotidien sur LinkedIn. Tu fais pas ça pour afficher, montrer que t'es un super entrepreneur. T'es pas en mode ouais, j'ai un time to market, là faut que je lance tout de suite mon produit, sinon je suis mort. Je suis pas sur ça. Moi, c'est ma mission de vie. Je vais faire ça toute ma vie. Je suis pas pressé. Donc peut-être que je ferai une levée de fonds un jour, mais quand je la ferai dans de bonnes conditions. Je pense, tu vois, bonnes conditions, ça me fait penser à Makelele là. Tu vois, quand on a dîné le dribble, il dit non. Dribble-moi, garçon, là, dans de bonnes conditions, là, tes trucs machin chouette, je vais t'envoyer à l'hôpital. Donc moi, j'essaie d'entreprendre dans de bonnes conditions. Ouais. Aujourd'hui, si je veux lever 1 million, je lève 1 million, mais je vais pas savoir recruter les bonnes personnes, j'avais pas des process, et donc pour moi, j'allais cramer de l'argent inutilement. Donc, ouais. Calme, tranquille. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bootstrapper sans lever de fonds. Et je me pose toujours la question de la levée. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qui est dans ma tête. C'est toujours constamment dans ma tête, parce que tu vois, c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. T'investis, ça rentre, après tu réinvestis pour pousser encore plus loin, et à chaque fois que je pousse le bouchon, par exemple là, cette période actuelle, c'est une période qui est difficile, parce que c'est bon, j'ai mis en place des process, j'ai lancé un bootcamp, j'ai lancé des Bac plus 2, là je suis en train d'ouvrir des nouvelles promotions, je me projette sur l'ouverture de nouveaux campus, mais il me faut du cash. Okay. 2 options, soit j'arrive à me débrouiller tout seul, soit j'ai des fonds. Et moi, l'option 1, je me bats sur l'option 1, je me tue sur l'option 1. L'option 2, c'est vraiment pour moi la dernière. Tu vois, mais je me tue sur l'option 1. Et dès que j'ai une maîtrise globale, là, peut-être on va lever. Et encore. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura vraiment plus besoin. Mais lever de fonds, pour moi, c'est pas un besoin en tant que tel. C'est une philosophie intéressante parce que beaucoup, justement, misent quasiment que sur ça. Et c'est une philosophie intéressante que tu nous partages. Parlons un petit peu de LinkedIn.
On l'a beaucoup évoqué. C'est un sujet dont tu aimes bien parler aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu justement qui essaient de performer sur LinkedIn. On entend tout et son contraire à l'égard des stratégies. Et quand je vois ton contenu, quand on lit ton contenu, on ressent beaucoup d'authenticité, on ressent beaucoup de volonté de parler de sujets, mettre des choses en évidence que les gens n'osent pas forcément partager. Est-ce que finalement, c'est pas ça le secret de la viralité et du fait de savoir créer du contenu et des vraies stratégies? Tout simplement, oser dire les choses et être authentique. Ouais. Tu vois, ça, c'est un message qui est fort, que beaucoup de coachs essayent de transmettre, mais malheureusement, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce que pour pouvoir faire ça, il faut savoir se rendre vulnérable. Et la plupart des personnes ne veulent pas se rendre vulnérables. Ils ont peur, tu vois. Ils ont peur de perdre leurs clients, leurs partenaires. Ils ont peur que leur manager, leur directeur, que leurs collègues les voient différemment, que leur oncle, que leur chat, la limace qui traverse le quartier. Ils ont peur de tout. Donc il y a très peu de personnes qui osent vraiment, parce qu'on dit « et de l'audace et tout ». Mais ça engendre quoi? Ça engendre que tu te rends vulnérable, tu te rends fragile, tu te rends attaquable, en fait, tu vois. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent le faire. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué une chose, la sincérité, elle se ressent aussi à l'écrit, pas uniquement à l'oral. Tu vois, on dit que quand tu es au téléphone, on entend le sourire. Le sourire, on l'entend aussi à l'écrit. Je savais pas, moi je pensais qu'il fallait être visuel ou bien... En fait, le sourire, l'engagement, la force, la vérité, la sincérité, à l'écrit, ça se ressent. Tu vois. Et si tu écris les choses pour plaire aux autres, tu vois, dire pour montrer que tu es quelqu'un de bien uniquement, ou pour mettre en avant certaines choses, mais qu'en réalité, tu vois, t'oses pas trop. Dire, tu le fais, tu penses pouvoir le faire, tu te caches derrière, ouais, là, je suis en train de partager. Ça marche pas. C'est mort, c'est cramé. Et moi, ce qui a fait la différence, plusieurs fois, on m'a dit, attention, tu vois, je me suis fait des ennemis. Quand je bossais chez Oracle, il y avait des directeurs qui m'aimaient pas, tu vois. Moi, je rentrais dans le bureau de la DG, c'était ma mentor, mais il y a plein de gens qui m'aimaient pas. Pourquoi? Parce que moi, j'étais ultra sincère. Et quand tu es ultra sincère, qu'est-ce qui se passe? Tu as des personnes qui vont énormément t'aimer, qui vont te faire confiance, qui vont être à fond derrière toi, donc tu vas engager des personnes à mort. Et tu as plein de personnes qui vont pas aimer, qui vont critiquer, qui vont jalouser, peu importe le truc. Et pour accepter ça, tu te rends vulnérable. Et la majorité des personnes, ils osent pas se rendre vulnérables parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux quand même, tu vois. Genre, même s'ils veulent le faire, ils disent toujours, ouais, mais il y a mon client qui va regarder. Ah, il y a mon partenaire, ouais. Il y a mon directeur ou mes collaborateurs. Ils vont jamais oser parce que, hop, il y a l'œil de Sauron, tu vois. Ouais. L'œil de Sauron. Le regard des autres, hein. Ouais. Le regard des autres fait qu'effectivement beaucoup sont paralysés. Avec l'expérience que tu en tires aujourd'hui de LinkedIn, tu as fait des posts qui ont fait des milliers, des dizaines de milliers d'interactions, des millions de vues. Aujourd'hui, 400 000 abonnés sur LinkedIn en quelques années, c'est pas anodin. Tu fais partie des plus gros créateurs LinkedIn aujourd'hui en France. Et ton job, ton métier, c'est pas d'être sur LinkedIn. Tu partages ton quotidien, tu partages tes convictions, tu partages ce que tu as envie de partager sur ce réseau. Quels seraient les conseils que tu partagerais à quelqu'un qui justement est aussi un entrepreneur ou un salarié, peu importe, et a compris qu'on vit dans une ère où LinkedIn ou les réseaux sociaux est parfois plus valorisé qu'un CV ou autre, et qui comprend qu'il y a des enjeux réels à l'égard du personal branding, qui veut le développer, mais il ne sait pas forcément comment s'y prendre. On ne parle pas forcément de quelqu'un qui veut devenir la future star de LinkedIn, mais au moins qui veut utiliser les outils qui sont à sa disposition de la bonne façon pour servir ses intérêts et véhiculer un message qui lui tient à cœur. C'est une question qui est un peu difficile, parce que je ne suis pas convaincu qu'être sur LinkedIn, c'est toujours la bonne stratégie. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, j'ai envie de monter mon podcast pour mettre en avant des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont invisibles. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs invisibles qui pètent le score. Ils ne sont pas du tout sur les réseaux. Il y en a plein, tu les vois tous les jours, ouais, j'ai fait tel truc, telle levée, j'ai fait tel recrutement. Tu les vois toujours, mais leur boîte, elle ne fait pas de chiffres. Et j'ai rencontré une communauté d'invisibles grâce à LinkedIn. En fait, c'est LinkedIn qui m'a connecté à eux. Ouais. Sinon, tu ne les connais pas, ces personnes-là. En fait, tu n'as pas besoin d'être sur LinkedIn pour performer, tu vois, pour avoir une boîte qui marche. Donc moi, je pense que si tu veux être visible, si tu veux être sur LinkedIn, développer ton branding personnel, ça peut t'aider à fond. Parce que ça crée quelque chose qui est fort, ça s'appelle la sérendipité. Tu vois, c'est-à-dire, ça te connecte avec des opportunités auxquelles tu t'attendais pas.
C'est-à-dire que quand tu publies quelque chose, tu sais pas où ton post il va aller. Parce que tu sais pas qui est la première personne qui va liker, qui va commenter, qui va traverser son réseau, tel truc. Donc ça crée ce qu'on appelle la sérendipité. Par contre, fais-le parce que tu aimes le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois, je te donne un exemple, quand j'ai commencé à regarder un peu la manière dont je vais trouver des fonds en autofinancement, il y en a plein, ils m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu monétises pas LinkedIn, t'as une communauté ?» Je dis « J'ai pas envie, je fais pas ça pour ça. » « Ouais, mais tu te rends pas compte, 400 000 personnes, 1% de 400 000 personnes, ce que tu peux aller chercher, t'es fou, là. » Tu vois, mais je fais pas ça pour ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie que les personnes me suivent, pensent que j'ai envie de leur vendre des choses. Je fais pas ça pour ça. Laissez-moi tranquille, tu vois. Et donc moi, je fais ça parce que j'aime ça. J'avais un entrepreneur que j'accompagnais l'année dernière. C'était mon plus gros client, tu vois, quand je cherchais du cash. Il me disait, ouais, Youssef, sur LinkedIn, est-ce qu'on peut pas utiliser les pods et tout? Je dis non. Mais si tu cherches quelqu'un qui va t'aider à utiliser des pods, c'est pas moi. Moi, je sais pas faire. Je sais pas comment ça marche. Soit t'es sincère, t'aimes ça et tu veux le faire. Si tu veux utiliser des pods, t'as pas besoin de moi pour utiliser des pods. Je sers à rien. Tu vois, moi, je peux t'accompagner à prendre ce qui est fort chez toi et à le retracer à l'écrit. Je fais plus ça, c'est coaching, j'ai arrêté. Dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre ce qui est fort chez toi, le retranscrire pour impacter. Et le gars, il a explosé sur LinkedIn. Donc, au début, il voulait utiliser les pods, il voulait utiliser cette méthode, il a explosé sur LinkedIn. Mais pourquoi? Parce que les pods, c'est du fake. Ouais. Genre, demain, combien de personnes ils ont utilisé des pods? Le jour où ils vont essayer d'arrêter de les utiliser, et plus personne. Il y a du vide. Et pour moi, c'était sincère. Mais t'as pas forcément besoin de LinkedIn. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas LinkedIn et qui surperforment aussi. Cartonne, ouais. C'est-à-dire, si tu veux, fais-le parce que t'aimes ça, parce que t'as besoin de partager. Tu vois, t'as besoin de partager, t'aimes ça, t'as envie d'inspirer les autres, t'as envie de les aider, t'as envie de les motiver. Ouais, Ou bien, complètement. fais-le de manière très simple. Tu mets en place une stratégie, tu communiques sur ton entreprise, c'est corporate, mais s'il y a du fake, ça va se ressentir. Ouais, je te rejoins. Pour celles et ceux qui nous écoutent, les pods, c'est des groupes d'engagement où on va tous mutuellement Liker, commenter, dire essayer de donner de la force. c'est super. Tu sais, il y en a, ils pensaient que je faisais ça. Ok. En fait, ils étaient tellement traumatisés du nombre de personnes qui me suivaient qu'ils disaient, fais des pods. Mais attends, j'ai des posts qui ont dépassé les 100 000 likes. J'ai au moins 10-15 posts qui ont dépassé les 100 000 likes. C'est énorme. Des pods. Je sais même pas si des pods peuvent faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que des pods peuvent dépasser les 100 000 likes? Franchement, je pense pas, tu vois. Il te faut 1 milliard de groupes, en fait. Ouais. Donc, non. C'est juste une communauté qui est engagée. Et ça, t'es sincère, tu te rends vulnérable, tu kiffes et t'aimes ça. Si tu devais synthétiser rapidement je sais que c'est difficile parce que c'est propre à chacun, etc. Et ça dépend de la singularité des uns et des autres. Mais synthétiser les quelques conseils que tu as pu donner typiquement à ton client dont tu parlais tout à l'heure, qui lui ont permis de performer derrière sur LinkedIn en appliquant ta méthodologie, ça serait quoi? Ok. Premièrement, il te faut un bête de profil. T'as pas deux occasions de faire une première bonne impression. J'aime bien cette citation. En fait, le profil, c'est la première impression que tu donnes aux gens. C'est-à-dire que quand tu vas publier quelque chose, la première chose qu'ils vont faire, s'ils ont bien aimé ce que tu as publié, c'est d'aller voir ton profil LinkedIn. C'est-à-dire, il faut que tu mettes le paquet là-dedans. Et les gens, parfois, ils ont un peu tendance à faire les crevards, tu vois. Donc, photographe, belle bannière, faut pas trop être bullshit non plus, mais voilà, avoir un bon profil, aller chercher des recommandations. Parce que ça peut paraître simple, mais ça prend du temps. Prendre le temps d'aller chercher un photographe, d'aller chez lui, de choisir les bonnes photos, de construire une belle bannière, d'aller chercher des recommandations de partenaires, de clients, de collaborateurs. Ça prend un peu de temps. On a l'impression que ça se fait en 30 minutes, mais c'est faux, tu vois. Donc, profil LinkedIn. Deuxièmement, si tu es dans le partage, mets en place une strat au début. Mets en place une rigueur. C'est-à-dire, quand tu commences et que tu n'as pas l'habitude de le faire, si tu es dans ton quotidien, tu vas jamais le faire. Donc, planifie dans ton agenda les moments où tu vas être sur LinkedIn. Il faut que ce soit des rendez-vous. Il faut que tu aies tes rendez-vous LinkedIn. Si tu n'as pas tes rendez-vous LinkedIn, tu vas jamais prioriser. Ça passera toujours à la trappe. Donc, rendez-vous LinkedIn. Troisièmement, quand tu fais des posts, moi, le conseil que je donne, c'est tu t'enregistres. Quand tu es tout seul, tu dis OK, quel est le message que j'ai envie de faire passer? Je vais m'enregistrer. Je mets un pote à moi ou une amie ou peu importe en face de moi et je lui explique ce que j'ai envie de partager. Et je lui explique comme je l'explique à une amie. Tu vois, pas comme je parle à mon client où j'essaie d'arrondir les choses, de faire des belles phrases. Explique les choses de manière claire comme tu les expliques à ton pote. Et sois direct dans ta démarche. Tu t'enregistres, tu finis l'enregistrement, tu retranscris exactement ce que tu as dit à l'oral. Et après, tu mûches les bons espaces. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que ton message, il sera pur.
Il faut pas que ton message il soit trop arrosé, modifié, les phrases elles bougent, ça se sent. Genre moi les posts qui ont le plus marché, c'est des posts que j'ai écrits en 5 minutes. Tu vois, j'enchaînais. En fait, je dis ce que j'avais envie de dire, je balançais. C'est les posts où j'ai le plus réfléchi, ils ont jamais marché. Parce qu'il y a trop de personnes qui réfléchissent avec toi, chacun apporte sa graine. Ouais, mais moi j'aurais dit ça comme ça. Non, telle phrase. En fait, à la fin, la pureté de ton message, elle a été modifiée. Il faut que ça soit balancé direct, pur. Et après, est-ce que tu oses, tu vois, on revient à la vulnérabilité. Quatrième chose, parce que tu m'as demandé 4, c'est bon, tu as fait ton profil, hop, tu commences à publier, tu vas chercher des recommandations, etc. C'est derrière, ose publier ce truc-là. Parce que la chose la plus difficile, moi je l'ai vu, j'ai accompagné des VP de grosses boîtes américaines et tout, c'est d'appuyer sur le bouton. Genre, des fois, on est là, on construit le truc, et après, appuyer sur le bouton, c'est notre étape. Et donc, moi, ce que je fais, des fois, tu sais, je construis, tu vois, j'écris un post, ce post-là, je me dis, putain, ça est chaud. Là, si je le publie, il va y avoir du grabuge. Ça t'arrive encore? Et après, j'appuie. Tu sais, j'appuie comme ça et je pars. Parce que là, genre, je vois le truc, j'appuie et je pars comme ça. Toi, je dis, c'est bon, c'est fait maintenant, hop, et je me déconnecte. Genre, je me déconnecte de LinkedIn et je reviens plus tard. Ok. Ah ouais, je te jure. Donc fois, même pour toi, ça t'arrive encore? Ah ouais. Des fois, je me dis, c'est un peu limite. Après, j'appuie. Tu vois, en fait, il y a une pression d'appuyer. Et pour beaucoup de personnes, c'est une trop grosse pression. Ouais. Moi, c'est bon, maintenant, j'ai l'habitude. Donc, je le fais encore. Mais je dois quand même, tu vois, je l'ai encore cette petite pression. Pour d'autres personnes, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est le truc le plus dur. Ouais. C'est le truc le plus dur, c'est ça. C'est même pas d'écrire ou ouais. autre, ouais. Le plus dur, c'est d'appuyer sur le bouton. Et pour que tu te dises justement, c'est un peu limite, c'est que dans ton approche, dans le process peut-être que tu mets en place, process de réflexion sur ce que tu vas publier potentiellement sur LinkedIn, est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, de créer un contenu qui est clivant ou un contenu qui va parler à la masse ou autre? Parce que justement, si ce serait un contenu lisse et plat, où ça va choquer personne, on se dit pas, c'est un peu limite. Donc, qu'est-ce qui fait que justement, à certains moments, tu te dis, c'est un peu limite? Parce que tu sais que ça a fait réagir, tu sais que ça a choqué, ou tu es vraiment dans une volonté de te dire, ça va réagir? Parce que finalement, pour qu'un post fonctionne, il faut que les gens interagissent. Bien sûr, les deux, déjà premièrement. C'est-à-dire, ceux qui disent, ouais, tu publies pour faire des likes. Ouais, mais si tu publies quelque chose, c'est pour quand même que les gens ils suivent, ils likent ce que tu fais. Tu vois, personne ne publie quelque chose pour que le post ne soit pas lu. C'est-à-dire, ceux qui disent, ouais, publie pour faire des likes. Ouais, mais c'est normal. T'as envie qu'on voit ce que tu publies. Sinon, tu le publies pas. Tu fais un journal de bord personnel, un journal intime. Mais tu publies pas. Donc, bien sûr. Et ça, c'est l'accumulation de la data. C'est-à-dire que moi, j'ai accumulé tellement de data dans mon cerveau de voir ce qui marche pas en publiant. Tu vois, en fait, là, aujourd'hui, je me suis un peu calmé parce que je suis en train d'écrire un livre, d'ailleurs, qui va bientôt sortir. Et donc, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Il sort quand ton bouquin? Début d'année. Ok. Ouais, début d'année. Peut-être qu'au moment où sortira l'épisode, on sera presque à la sortie du livre, ou peut-être que le livre sera sorti. C'est cool, Tu peux déjà parler du titre ou pas? Je préfère garder secret. Ok. Comme ça, tu vois, ça fait le bouton, tu vois. Si on sort l'épisode quand le livre est sorti, on mettra le lien directement en description de l'épisode. Magnifique, super. Avec plaisir. C'est cool. Et donc, je disais quoi déjà? On parlait de... justement, de cette notion de créer du contenu qui crée de l'interaction, qui crée de l'engagement. Ouais, exactement. Donc, quand tu publies pour faire en sorte que les personnes like. Et moi, j'ai accumulé de la data. Et de la data, c'est... Pendant une période, je publie 5-6 contenus par jour. 5-6 par jour? Et c'est toi qui écrivais? Ouais, okay. Tout le monde. Moi, j'ai personne qui gère mon compte. Et t'avais quand même de l'interaction sur ces 5-6 contenus par jour? Impossible. Ok. Impossible. Okay. Impossible de répondre aux messages, impossible de répondre aux commentaires, impossible de savoir ce qui se passe. Impossible. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je dois avoir au moins 100 000 messages en attente. Tu vois, que j'ai même pas ouvert, que j'ai même pas vu. 100 000? C'est ingérable. Je viens de recruter justement quelqu'un pour m'aider à mieux me structurer, à m'aider dans mon quotidien, parce que j'arrive plus à traiter le flux de messages. Juste des personnes qui ont parfois besoin d'aide. Tu vois, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent bosser avec toi, ils veulent être tes partenaires, tes clients. Mais il y en a, ils ont juste besoin, tu vois, d'un coup de pouce ou d'un message et je leur réponds pas. Ouais. Et eux, ils vont penser que je leur réponds pas parce que des fois, je me la raconte ou quoi. Alors qu'en fait, c'est juste que je suis un entrepreneur, je suis débordé de mon taf au quotidien. Ouais, non, mais je te rejoins. Mais d'ailleurs, c'est toi qui gères à 100% ton compte LinkedIn? Je gère à 100%. Waouh. À 100%. Parce que, dis-toi, dans mon cas, et j'ai pas honte de le dire, on a 23 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai pas le temps de répondre à nos sollicitations. J'ai pourtant 2 personnes qui travaillent quasi temps plein sur mon compte
pour pouvoir justement répondre aux sollicitations, gérer le compte, écrire, communiquer, engager, interagir, etc. Pareil sur mes autres réseaux sociaux. Ouais. Donc j'imagine toi avec 400 000, plus de 400 000 personnes, plus toutes les activités que tu fais à côté, c'est ingérable. Je suis pas bon sur ça. Sur l'interaction avec la communauté, je suis pas bon. Mais en fait, je me dis que c'est pas ça ma mission. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions sur répondre aux personnes, etc. Malheureusement, je suis entrepreneur, j'ai une famille, donc... Heureusement, tu vois. Heureusement. Voilà, heureusement. Je dis, attends, tu peux pas tout faire. Ta mission de vie, c'est de partager, c'est d'inspirer, de créer le déclic, donner envie aux personnes d'avancer à travers le partage, pas à travers l'interaction. Donc, il faut faire un choix. Moi, j'ai décidé de partager. Parce qu'en partageant, tu impactes à plus grande échelle. Si j'interagis avec une personne, je vais impacter une personne. Si je partage, je vais en impacter 200 000, 500 000, 3 millions. Tu vois. Et je me dis, le partage est beaucoup plus fort que l'interaction. Mais je sais qu'il faut interagir avec les autres et j'essaie de trouver des solutions à ça. Maintenant, pour revenir à la question, c'est que j'ai accumulé beaucoup de data. Genre, je publiais 5-6 fois par jour. Quand tu publies 5-6 fois par jour, en fait, ton cerveau, c'est le big data. C'est un serveur monstrueux, énorme, qui tourne à une vitesse de ouf. Donc moi, mon cerveau, il sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que j'ai tellement publié de contenu au jour le jour, que j'ai vu comment ça interagissait, que c'est bon. Maintenant, j'ai compris comment il faut écrire, quand est-ce qu'il faut écrire, de quelle manière. J'ai même compris que tu peux publier à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Aujourd'hui, on te dit, il faut publier à 8 heures, tel jour, le mardi, parce que les gens au travail, ils sont dans leur transport. Si ton contenu, il est inspirant, tu peux le publier samedi soir à minuit, il va marcher. Le dimanche, le matin, les gens ils vont se réveiller, ils vont booster ton profil, ils vont booster ton contenu. Et donc ça, c'est quoi? C'est le contenu est roi, et ça, je l'ai compris. Et donc, cette data accumulée, parce que j'en ai fait beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y a des personnes, en tout cas dans la communauté francophone, en France, dans tous les pays français, qui parlent français, qui ont publié autant que moi. Tu vois, tu prends les personnes qui sont au-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur LinkedIn, tu as Jean-Marc Jancovici, je crois que c'est ça, on dit ça comme ça. Le gars qui parle d'écologie, etc. Et après, tu as Jacques Attali et Emmanuel Macron. En fait, tu n'as plus personne. C'est-à-dire, j'ai vraiment tué le game, quoi. Même moi, je me dis, là, franchement, j'ai été bon. Hein. J'ai été bon. Ouais. C'est de la data. C'est de la data. Faut pas oublier ça. Il y a quand même un peu de mathématiques. Ouais, il y a de la data et il y a aussi la discipline. Ouais. Tu vois, la discipline, parce que c'est pas quelque chose que tu as fait en 6 mois. Ça fait des années. Bien années. sûr. Tu avais des convictions justement sur ça. Et il y a un point aussi important, c'est que même après ces années, même après ces centaines, ces milliers de posts, tu as encore aujourd'hui un très bon taux d'interaction et ça continue. Ouais. Alors que gagner beaucoup d'abonnés, sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, et avoir des vues qui sont éclatées et des interactions qui sont éclatées, bah, ça arrive aussi. Parce que quand tu es sur un réseau depuis 15 ans, si tu as 2 millions d'abonnés et que tu fais 5000 vues, ça peut arriver. Il y en a qui, malheureusement, à qui ça arrive. Bah, tu vois, je vais te sortir une petite anecdote dessus. Moi, je suis un compétiteur. C'est-à-dire, sur LinkedIn, il y avait le côté partage, mais aussi le côté compétition avec toutes les autres personnes qui ont du monde. Et en fait, j'avais une liste avec toutes les personnes qui étaient au-dessus de moi. Tu vois, le prochain qui avait 10 000 abonnés de plus que moi, je dis lui, il faut que je le grignote cette semaine. Tu vois, parce qu'en fait, je prenais des 10 000 abonnés par semaine. Tu vois, à un moment, ça allait hyper vite. Je dis lui, il faut que je le grignote cette semaine. Hop, celui qui a 50 000, il a 250. Ok, lui là, je me donne un mois pour le bouffer. Bam, c'est parti. Et j'enchaîne. Et en fait, j'étais en mode compète, il faut que je les bouffe tous. Et après, t'avais Michel Coury, t'avais Michael Aguilar. Michael Aguilar, il m'envoie des messages et tout des fois, il me dit, voilà, je sais pas ce que t'as fait, t'as un marabout. Franchement, j'ai été fort, mais je les avais en cible. Tu vois. Et là, le problème que j'ai, premièrement, c'est que mon école apprend beaucoup d'ampleur, donc c'est en train de se développer à mort. J'ai l'écriture du livre. Et troisièmement, les personnes qui sont au-dessus, ils sont trop loin. J'ai plus d'énergie. Tu vois, avant, j'en avais toujours où je me disais, vas-y, il a 20 000 de plus que moi, il a 50 000, il a 30 000, il en a 5 000. Allez, il en a 100 000 de plus. Là, maintenant, il a 500 000 de plus. Il a 1,5 million. Je dis, ah ouais, non. Tu vois, et cet esprit de compétition, il m'a animé. Et là, aujourd'hui, tu vois, il faut que je regagne de la force. Parce que 500 000, c'est le double de ce que j'ai. C'est-à-dire, limite, j'ai l'impression qu'il faut que je refasse 2-3 ans et lui, en même temps, il avance, il continue d'avancer, tu vois. Bon, je pense que dans les commentaires, celles et ceux qui nous écoutent, donnez un maximum de force à Youssef pour cette masterclass. Mettez-lui un message de motivation pour aller chercher... Là, 1 million, c'est ça l'objectif, c'est là 1 million. 1 million d'abonnés LinkedIn, je te le souhaite en tout cas. Ah, merci. Justement, par rapport à cette visibilité sur LinkedIn que tu as, dans quelle mesure ça a eu un impact sur Coûte que Coûte ? Premièrement, tout ce dont j'avais besoin au démarrage, je l'ai trouvé sur LinkedIn.
expert comptable, c'est venu de LinkedIn. Avocat, c'est venu de LinkedIn. Les entreprises qui ont recruté, c'est venu de LinkedIn. Les formateurs, c'est venu de LinkedIn. En fait, la communauté que j'ai créée, elle était uniquement pas engagée sur mes contenus sur SF Koutari, elle était engagée sur ce que je faisais aussi au quotidien. Et donc cet engagement, j'ai aussi déçu beaucoup de personnes. Parce que combien de personnes voulaient contribuer dans le projet, former, recruter, et j'ai pas pu leur répondre parce que j'ai pas vu leur message. Ça, c'est toujours le petit pincement au cœur que j'ai. Mais sinon, j'avais une communauté qui était engagée. Et donc tout ce dont j'avais besoin est présent sur LinkedIn. Ouais. La seule chose qui est pas présent, c'est les étudiants. Majoritairement, à leur niveau, ils sont pas encore sur LinkedIn, tu vois. Mais sinon, j'avais tout. Donc déjà, je peux te citer n'importe quel sujet. Aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je bosse, il y a une interaction avec eux sur LinkedIn. Ouais. Et ces étudiants, justement, t'es allé les chercher comment, bouche à oreille? Je te dis, au début, on est parti chercher des potes du quartier. Hein. Frérot, viens, j'ai un plan. Je te jure, il y a un domaine, il est bien, il est accessible, je sais comment y aller, fais-moi confiance. Okay. Voilà, comment je suis parti chercher les premiers. Et les premiers, bouche à oreille, on parlait au deuxième. Ouais. Donc j'ai monté, première promotion, et c'était 8. Après, c'était 12. La troisième, c'était 25. La quatrième, 47. Tu vois, et en fait, ça monte tout le temps. Ouais. Un autre point, j'ai encore quelques questions à te poser. T'es un grand passionné de sport, on a pas mal parlé de foot, mais tu parles aussi d'équitation, de golf, de natation. Comment cette passion du sport influence ton quotidien en tant qu'entrepreneur, en tant que personne? Est-ce que je rigole? Parce que c'est mes potes qui me taillent. Ils me disent, toi, c'est bon, tu t'es embourgeoisé et tout. Un jour, ils sont venus me voir faire de l'équitation. Ils me disent, mais arrête, c'est le cheval qui fait du sport, tu fais rien. Ah, c'est dégueu, moi, je te jure. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours aimé toucher à tout. Ok. Tu vois. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du taekwondo. Voilà, j'aime bien nager. Ouais, je suis quelqu'un qui touche à tout. J'ai jamais été celui qui prend un truc et qui creuse jusqu'à devenir le meilleur. Et là, je me suis surpris dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est la première fois que je prends quelque chose et que je me bats dessus jusqu'au bout. Tu vois, d'habitude, voilà, je fais ça, je kiffe, je m'éclate, je découvre des nouvelles choses. Quand j'ai fait de l'équitation, moi, j'ai toujours été admiratif. Je sais pas si c'est le bon mot ou pas. Des chevaux, tu vois, je trouve que un cheval, c'est noble, c'est beau, c'est puissant. En même temps, je suis pas à l'aise avec les animaux. C'est-à-dire, les animaux, ils me font peur un peu, tu vois, de base. J'avais un petit chat quand j'étais petit. Il s'appelait Kat, tu vois, très original. Et un jour, je l'ai sorti dehors, il y a un chien qui est venu, il s'est barré en courant, je l'ai pu retrouver. C'est un peu triste, je sais pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est pour dire le truc que j'ai le plus touché, c'est limite un chat. Et le cheval, je trouve ça majestueux, et en même temps, ça me faisait peur. Je me dis, bah écoute, vas-y, va faire de l'équitation. Et essaye de vaincre ta peur. Tu vois, c'était un peu un petit challenge que je me suis donné, vas-y, fais-le. Je m'inscris à l'équitation, et j'ai le malheur de choisir les cours du soir, tu vois, parce que tu bosses beaucoup, donc je choisis les cours de 21h. Sauf que les cours du soir, à 21h, il fait nuit, et quand tu rentres dans le box du cheval pour le préparer, bah, tu vois rien. C'est-à-dire que, déjà, j'avais peur de base, et en plus, je suis dans un box, la nuit, à 21h, avec un cheval, il fait froid, il est de mauvaise humeur, tu sais, il a pas envie de bouger, il a pas envie de te parler. En fait, un cheval, il a de l'émotion. Contrairement à tous les sports où, bah, tu te maîtrises toi, tu vois, c'est-à-dire que c'est toi qui es en maîtrise. Là, ce sport-là, c'est un sport où tu es en ultra binôme avec un animal ultra puissant, mais qui a aussi des émotions, qui interagit avec les autres d'une manière un peu différente, qui parfois est content, parfois n'est pas content, qui a besoin de te comprendre, qui ressent quand tu as peur. Dire, moi, j'avais peur tout le temps, il me mettait des coups de pression. Je me rappelle un jour, franchement, cette histoire, c'était un truc de fou quand même. Hop, j'arrivais pas à lui mettre, je sais plus comment on appelle ça, parce que j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté l'équitation. Bon, bref, je sais plus comment on appelle ça. Truc pour, tu vois, voilà, exactement. Et tu vois, à chaque fois, je viens pour lui mettre, il me met un petit coup comme ça, en mode coup de pression, les oreilles en arrière. Et franchement, j'avais trop peur. Je me dis, peut-être qu'il va m'éclater ce jour-là. Et là, je vois une fille, tu vois, de 9 ans passée. Tu vois, ça se voit, elle est là, elle est à l'aise. Elle est là depuis longtemps. Tu vois, moi, j'ai 28 ans. À cette époque-là, elle est à l'aise. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider à lui mettre le harnais? Et elle vient. Le cheval, il commence à lui mettre un petit coup. Elle lui met une tapette. Elle est toute petite comme ça, tu sais, elle lui met une tapette. Je dis, attends, elle a 9 ans. Moi, je suis là, j'ai 28 ans. Je fais 1m85, 90 kilos. J'arrive même pas. Je me fais victimiser comme ça, tu vois. Je suis une victime. Et j'ai vaincu cette peur, tu vois. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire ça. Tu vois, pourtant, c'est un truc facile. Tu le prends,
hop, tu tiens la tête du cheval, tu lui mets autour, tu essaies de bien lui faire rentrer ici. Mais j'ai mis du temps à apprendre. Et donc, l'équitation, ça a été le sport le plus difficile de toute ma vie. Tu vois, c'est le truc qui paraît facile. Tu montes à cheval, hop, tu trottes, tu marches, tu galopes, etc. Mais c'était le sport le plus difficile puisque psychologiquement, c'était un truc énorme. Ouais, c'était un challenge énorme. Et encore aujourd'hui, je suis pas à l'aise. Là, je t'en parle, mais je suis pas encore à l'aise. C'est-à-dire, j'ai passé des étapes, mais j'ai encore plein d'étapes à passer. Ok. Ouais, ça t'a permis de te dépasser et puis. Ah ouais. Mes potes qui viennent me voir en mode c'est le cheval qui fait du sport là. C'est des gamins, je te jure. Plus jamais je les ai invités. Jamais. Ouais. Bah c'est bien, au moins il y a une bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance. Justement, par rapport à cette bonne ambiance, comment tu gères l'équilibre entre ton travail en tant qu'entrepreneur et ta vie personnelle, notamment ta famille, tes amis, t'es papa aussi, donc il y a t'as pas mal de casquettes. Finalement, ouais. Alors, j'ai cru comprendre au travers de ces presque 2 heures d'échange aussi, tu nous l'as évoqué, que tu travailles pas mal avec ta famille, tes amis, tout est lié. Mais il y a des moments où, tu l'as évoqué tout à l'heure, lorsque tu disais que hier encore, tu as recruté un de tes amis, où tu dis, voilà, on doit faire la part des choses. Il y a 2 mondes. Il y a le monde professionnel où ça se passe comme ça. Il y a le monde où on est potes, à l'extérieur, où ça se passe comme ça. Comment tu gères cet équilibre ? Écoute, déjà, premièrement, tous mes amis travaillent pas avec moi. Et moi, je drive ma vie en faisant ce que j'aime et en prenant en considération les besoins des autres. Tu vois, on en parlait tout au début. Donc, je fais ce que j'aime, mais j'essaie quand même de comprendre un peu c'est quoi les besoins des autres. Donc, ce que j'aime, c'est quand j'ai envie de sortir avec mes potes, je sors avec mes potes. Genre, moi, avec ma femme, je suis ultra aligné. Ça, c'est ça qui m'a aidé. C'est d'avoir quelqu'un au quotidien que j'accompagne, qui m'accompagne et qui est ultra aligné avec moi, qui m'aide dans mon projet. Elle bosse avec moi aujourd'hui. Tu vois, c'est elle qui, tu vois, elle m'aide à fond dans le projet. Et ça fait une différence de fou, en fait. Donc, premièrement, c'est cet alignement des planètes chez toi. Deuxièmement, c'est faire des virages rapides. C'est-à-dire que tu fais des virages dans l'entrepreneuriat. Être marié, la vie, je vais pas comparer ça à l'entrepreneuriat, mais c'est un vrai projet, tu vois. Genre, le projet de vivre avec quelqu'un, d'avoir des enfants, de grandir, c'est un projet. Et c'est peut-être le projet le plus grand de ta vie. Ouais. Tu vois, le plus structurant, le plus compliqué, où il y a le plus d'interactions, où tu dois grave évoluer. Et donc, je fais des virages souvent. Au début, avec ma femme, on se met d'accord sur un cadre. Ensuite, on se rend compte qu'on peut faire mieux, donc on l'améliore. Après, on évolue. Tu vois, un jour, la première phrase complète que mon fils m'a sortie, c'est « Papa, il travaille beaucoup ». Tu vois, première phrase complète qu'il m'a sortie, c'est « Papa, il travaille beaucoup ». Ok. Bah, aujourd'hui, c'est moi qui dépose tous les matins mon fils à l'école. Tu vois, tous les matins, je passe du temps avec lui, c'est moi, je le prépare, c'est moi, je le dépose. Même si j'arrive plus tard, je dépose mon fils à l'école tous les matins et tous les week-ends, je suis avec lui. Parce qu'avant, je considérais que le week-end, ça suffisait. Moi, je me dis non, en fait, il faut que je sois là aussi la semaine. Et donc, pour moi, cette vie perso, elle doit être aussi flexible, agile que ta vie entrepreneuriale. Si tu construis un cadre, tu dis voilà, moi, je suis comme ça et c'est pas autrement. Voilà, moi, c'est mon caractère, c'est mon comportement. Non, moi, c'est mes potes avant, moi, c'est ma femme avant. Et voilà, je suis comme ça. En fait, t'avances pas. Donc, moi, j'accepte de faire des virages, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro, tu vois. Je me laisse l'opportunité de changer, d'améliorer les choses. Tout le temps. Ouais. Il n'y a rien qui est acquis. Complètement, je te rejoins. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque invité du podcast. Mais avant ça, j'invite celles et ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'en ai eu à l'animer. Ah, c'est cool. À interagir justement dans les commentaires, donner de la force, notamment à Youssef pour aller chercher les 1 million d'abonnés sur LinkedIn et partager l'épisode, liker l'épisode. On va faire un post LinkedIn aussi justement comme on fait à chaque fois pour mettre en avant l'épisode et mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous nous écoutez en audio. Les 5, c'est hyper important. Franchement, j'ai kiffé. T'as apprécié ? J'aime pas me réveiller tout le samedi comme ça. Ouais. Je suis content de m'être réveillé là. Ah, ça fait plaisir. Lourd. En plus, t'as dû quitter tes amis hier soir pour pouvoir dormir. Tu vois, ça c'est de l'agilité, tu vois, on a été agile. Ouais, c'est bon. En tout cas, merci pour le feedback, j'ai apprécié également cet échange. Et terminons avec la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi ? On parle ici d'un vrai déclic, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ça peut être une citation, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Mais quelque chose que tu n'as pas partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé en étant filmé publiquement. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ok.
Écoute, moi, vu que naturellement, je suis dans le partage, tu vois, j'ai déjà partagé beaucoup de choses. Parfois en direct, en indirect, en off, pas en off. Mais ce que je vais te dire là, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé parce que pour moi, c'était important. Tu vois, les choses importantes comme ça, qui font la diff, je me dis que j'ai un devoir de le partager parce que ça va peut-être impacter d'autres personnes, tu vois. Donc, toutes les choses hyper importantes, j'ai déjà dit. Mais après, peut-être que c'est officiel, pas officiel. Et je me rappelle quand j'avais 18-19 ans, j'étais un peu un cassos, tu vois. Un peu un cassos. J'ai redoublé le bac, je fais 3 lycées différents, on m'a têche du dernier. Situation de crise, mon père, son entreprise a fait faillite. Donc, des dettes, les huissiers, tu vois, limite, on doit cacher le matériel pour pas qu'ils viennent nous le prendre. Ouais, c'était une situation un peu difficile. Donc, niveau famille, niveau mental, pas au niveau du tout. Et un jour, je m'embrouille avec ma mère. Et je m'embrouille archi grave avec ma mère. Tu vois, je lui ai mal parlé. Vraiment très, 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 très mal parlé. Sans te dire ce que je lui ai dit, tu vois. Très, très mal parlé. Là, elle va de son côté. Dans son lit, elle pleure. Tu vois, elle est pas bien. Moi, pareil, je vais de mon côté. Je suis pas bien, j'ai les larmes. Mais toi, t'as trop de fierté pour revenir. C'est compliqué de venir de ça, tu vois. Je m'endors et je fais un rêve. Et en fait, j'ai rêvé que ma mère était morte, tu vois. Et quand tu rêves de certaines choses, t'as vraiment l'impression qu'elles se sont passées. C'est-à-dire que ce rêve-là, j'ai vraiment senti ce que ça faisait de perdre sa mère. Donc je me réveille en sursaut, j'ai les yeux gonflés, gonflés, gonflés. Je me rappelle, je cognais les meubles parce que j'arrivais pas à voir devant moi. Je tape dans la chambre, je dis maman, ouais, wesh kinana, en arabe, est-ce que t'es là et tout. Et là, elle me dit oui, Wildy, oui, mon fils, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je réponds pas. Je vais dans la salle de bain et je continue de pleurer encore plus. Tu vois. Et je pleure encore plus. Et en fait, je pleurais parce que j'étais heureux de voir que ma mère était encore là, que je pouvais me rattraper. Et ça a changé ma vie, tu vois. Et donc, elle vient me rejoindre, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je dis, je suis désolé, maman, et tout. Franchement, j'ai pas été bien avec toi, j'ai pas été sérieux, je t'ai mal parlé, ça se reprendra plus jamais. La prochaine fois qu'il y a un embrouille, je m'excuse direct. Et puis, en fait, j'ai compris que t'avais plus de valeur que tout ce que je faisais à côté dans ma vie. Et en fait, depuis ce jour-là, bah, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond pour qu'elle soit heureuse. Je me suis donné à fond pour moi, parce que j'ai compris que ce que je faisais pour moi, elle, ça la rendait heureuse. C'est-à-dire que si moi, j'étais bien dans ma vie, elle était heureuse. En fait, son bien-être était lié au mien. J'ai investi, et c'est là où il y a un nouveau Youssef est né, tu vois. Et ce nouveau Youssef, c'était un guerrier Maasai, je sais pas si on appelle ça comme ça, un samouraï. Je suis parti pour te découper. Et en faisant les choses pour rendre ma mère heureuse, je les ai fait pour moi finalement. Et ça, ça a été le plus gros déclic de toute ma vie, c'est ça. Et là, relation de ouf avec ma mère. En fait, j'ai toujours eu une relation très très proche. Mais j'étais pas très sérieux. Et vu que la situation familiale était très difficile à ce moment-là, bah, il y a des crises. C'était encore plus dur. Donc, comme je dis, bon, tes parents, ils commencent petit à petit à être de plus en plus âgés. Ils n'ont pas de diplôme. Niveau travail, ça va être compliqué. Si toi, tu fais pas l'effort, je suis le premier, j'ai 2 petites sœurs. Si toi, tu le fais pas, il y a peut-être personne qui va pouvoir le faire. Tu vois, limite animé d'un devoir, d'un engagement, de se dire, voilà, faut que tu te réveilles parce que bah maintenant, t'es l'homme de la situation, sinon ça va être de plus en plus difficile. Et donc ça a été big déclic pour moi et j'oublierai jamais. Parce que personne ne sait ce que c'est de perdre sa mère. En fait, il y a des choses comme ça que tu peux pas savoir. Tu peux l'imaginer. C'est-à-dire, tu peux te dire, ouais, si je perds ma mère, voilà ce que je vais ressentir, etc. et tout. Impossible. Impossible. Par contre, moi, j'ai senti ce que ça faisait. Sur 10-15 secondes, j'ai senti ce que ça faisait de perdre sa mère. Et je peux te dire que c'est atroce, surtout quand tu la perds et que t'es en mauvais termes. Ça, c'est encore pire, tu vois. Quand tu la perds et que tout s'est bien passé, vous êtes en bon terme, le dernier souvenir, c'est un beau souvenir. Là, le dernier souvenir, si elle était plus là, si elle avait eu un arrêt cardiaque, si elle avait eu un accident, un problème, ça aurait été ça. Et toute ma vie, j'aurais été malheureux. Merci Youssef. Rien, hein, avec.